une introduction du format, introduction du partenariat entre Lyon Game Dev et l'Aquarium Ciné Café. Le thème d'aujourd'hui. Alors, bonsoir tout le monde. Bonsoir, bonsoir. J'espère que vous allez bien. Bonne année aussi. Merci. Je suis contente de voir qu'on est aussi nombreuses et nombreux pour la soirée de ce soir, parce que c'est un thème important et je sais qu'il y a de nombreux biais qui peuvent s'appliquer, mais je suis très contente que vous soyez là ce soir. Alors, pour vous présenter un petit peu le format, donc le format Ciné Versus sont des soirées qu'on organise depuis maintenant, donc on attaque la 2e saison, et qui mettent en parallèle le cinéma et le jeu vidéo, en collaboration avec Lyon Game Dev, qui est l'association des professionnels du jeu vidéo à Lyon, et également l'Aquarium Ciné Café, avec qui on organise les soirées et qui nous accueille bien chaleureusement à chaque fois. Donc les derniers thèmes qu'on a pu aborder étaient principalement sur les thèmes des métiers. Le parallèle, par exemple, entre le réalisateur et le creative director, ou alors comment on travaille l'acting dans le jeu vidéo versus le cinéma. Et ce soir, on va aborder le thème de l'écologie. Donc l'écologie, je pense que c'est un thème qu'on ne peut que regarder en face ces derniers temps, que ce soit dans notre vie de tous les jours, quand on regarde par la fenêtre ou les infos. Mais ce soir, on va surtout se concentrer sur la production. On va essayer de répondre aux différentes problématiques qui touchent aux productions de médias, de divertissement, que sont le cinéma et le jeu vidéo. Comment arriver justement à être cohérent dans sa production, mais également les différents outils qui peuvent être mis en place, que ce soit auprès des entreprises ou alors dans la sensibilisation auprès du public. Donc comme invité pour ce soir, j'ai la chance d'avoir quand même 3 invités qui sont chacun expertes et experts de leur domaine. Donc nous avons Louise Rhode, qui est donc... Ouais, c'est ça, exactement. J'ai oublié de regarder mon portable. Déléguée de l'éco-responsabilité du festival Que du Feu, dont tu pourras nous parler un petit peu plus tard. Mathieu Thiel, qui est donc responsable en éco-production et scénariste. Et Geoffrey Marmonnier, qui est donc responsable de projet RSE au sein du Consortium national du jeu vidéo pour l'environnement, c'est très important, il faut le rajouter, et qui travaille donc actuellement chez Game Only, qui est l'association régionale des entreprises du jeu vidéo en Auvergne-Rhône-Alpes. Alors, on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet, et avant de commencer, j'aimerais vous dire juste un petit peu si vous avez des questions. À la fin, on aura un petit temps qui sera prévu pour vous. Et les jeux exposés que vous avez pu voir avant la conférence seront aussi disponibles après. Et on aura droit à un petit pitch des studios qui sont venus exposer de 30 secondes, 1 minute s'ils arrivent à tenir, et qui viendront à la fin. C'est bon, on peut commencer. Alors, question générale d'abord, pour illustrer un petit peu vos missions au jour le jour. En quoi consiste votre travail ? Qui commence ? Ok, vas-y, Louise. Alors, déjà pour positionner un peu qui je suis, alors mon travail dans le cadre de ce soir, c'est délégué à l'éco-responsabilité dans le cadre du festival Que du Feu, qui est un festival de courts-métrages de réalisateurs émergents.
En gros, c'est un festival qui a lieu depuis 6 ans maintenant et on montre des films. Donc soit c'est des premiers films, soit c'est des premiers films produits, soit c'est des réalisateurs autoproduits. Mais l'ambition, voilà, c'est de proposer des films de gens qui démarrent dans le cinéma et de faire le pont entre finalement les écoles de cinéma, les gens qui bossent un peu chez eux, et puis le monde pro, avec beaucoup... on porte beaucoup d'attention à avoir des ateliers pro, à mettre en avant un certain nombre de choses pour aussi former et suivre et pourquoi pas amener vers de la production, de la distribution par la suite. Et donc dans ce festival, on a développé un pôle qu'on appelle éco-responsabilité. Alors je fais pas que ça parce que je fais aussi un peu les questions d'inclusion et c'est souvent lié RSE, donc social et environnemental. Et aussi l'événementiel parce qu'on a un tout petit festival, donc on est tous bénévoles et donc on a un peu tous plein de casquettes. Et en dehors de ça, parce que ça c'est pas du tout mon métier, c'est mon loisir on va dire. En fait je travaille moi dans un truc un peu bizarre qui s'appelle le CEREMA, qui est un établissement public qui accompagne les collectivités territoriales sur les questions de changement climatique, de risque, d'environnement. Et donc, moi, ma casquette, finalement, elle n'est pas tant professionnelle sur les sujets du cinéma, mais par contre, plutôt sur les questions d'écologie, de risque et de comment on amène ces sujets-là sur les territoires et qui se posent finalement les mêmes questions que, en fait, finalement, toutes les entreprises, les industries, un peu comment on fait sur ces sujets-là. Et ce qui sera intéressant peut-être dans la discussion, c'est de voir aussi comment il y a plein de parallèles en fait entre mon métier et de comment on amène à travailler sur ces sujets-là avec les collectivités, des élus, comment on manie le jeu, comment on manie l'immersion, la sensibilité, tout un tas de choses qui sont aussi des choses qu'il y a dans finalement le jeu vidéo, les milieux immersifs, etc., pour traiter de ces sujets. Merci beaucoup, c'était parfait. Mathieu, à toi. Alors, moi je travaille dans un secteur qui a été au centre des discussions à ce Noël à cause de Gérard Depardieu, c'est-à-dire l'audiovisuel. Donc je travaille dans le cinéma et la télévision et depuis décembre 2022, donc c'est assez récent, je fais ce nouveau métier qui s'appelait éco-manager mais qu'on ne peut plus caractériser comme tel parce qu'il a été protégé. Donc on dit chargé en éco-production, responsable en éco-production. Il y en a qui disent carbone manager, impact manager. Bref, appelez-le comme vous voulez. C'est un métier qui consiste à essayer de mettre du vert dans un secteur qui n'est pas du tout. Dans une époque qui aimerait se dire qu'elle est progressiste alors qu'elle ne l'est pas du tout. Et dans un milieu qui aime les annonces, mais moins la mise en application. Pour autant, moi, c'est un métier que je fais beaucoup. C'est mon 5e projet en un an, projet long. Donc, j'ai fait 4 unitaires et un film de cinéma, le film des Frères Larieux, qui a obtenu un écolabel, d'ailleurs. Là, je peux vous le dire, parce que je l'ai appris il y a 2 jours, que c'était officiel. Et à côté de ça, je fais un métier qui est très difficile à exercer, qui s'appelle scénariste, et qui est un métier, selon moi, qui est intrinsèquement lié potentiellement avec ce métier de responsable en éco-production, parce que, comme tu l'as dit si bien, tout ce qui est social, sociétal, environnemental, inclusif, relève, selon moi, d'une même question, qui est la question de l'avenir, en vrai. Et on est dans un truc où les choses sont en train de changer. Et de la même manière que la population réagit, une grosse frange de la population devenant de plus en plus réactionnaire face à ça. Donc je suis dans un métier qui est assez périlleux, dont pas grand monde ne veut, mais qui en réalité permet de faire des belles choses et me rend profondément optimiste. Merci beaucoup. Geoffrey ? Alors moi, je suis un petit nouveau dans le monde des industries créatives et culturelles. Donc, ça fait à peine un an que je travaille dans le milieu du jeu vidéo. Avant, je vais vous avouer, j'étais pendant 15 ans dans le pétrole, en Écosse, voilà. Dissonance cognitive aidant, j'ai décidé quand on a décidé de rentrer en France avec ma famille que je ne voulais plus travailler dans ce secteur. C'est ton arc de rédemption. Voilà, c'est reverdir mon karma, tout ça. Du coup, j'ai repris des études pour me réorienter, parce que je pensais naïvement que je pourrais juste revenir en France puis rester ingénieur et juste bosser dans les énergies renouvelables, mais j'avais oublié qu'on
on aime bien les petites cases en France. Et garder les gens dans des petites cases, ce qui n'est pas trop le cas au Royaume-Uni. Donc du coup j'ai repris des études, et j'ai fait un master spécialisé management de transition énergétique, et je me suis retrouvé à me dire mais en fait plutôt que juste rester ingénieur, bosser dans la décarbonation c'est peut-être un peu plus intéressant, et il y a peut-être moyen de pousser plus le changement de société. Et donc je me suis retrouvé à répondre à une annonce de Game Only qui cherchait un pilote pour un projet. Voilà, qui est un projet de décarbonation, d'aider le secteur du jeu vidéo français à faire sa transition. Donc même si je suis basé à Lyon, que je suis dans les locaux de Game Only, en fait c'est un projet national qui a démarré par la création d'un outil de calcul d'empreinte environnementale destiné aux studios de jeux vidéo, et qui maintenant essaye d'aller plus loin que ça et d'accompagner les studios, en fait, de leur donner des idées de pistes d'action, de bonnes pratiques, etc. Et puis embarquer toute la filière en fait. Super, merci beaucoup. Avant de rentrer un petit peu plus en détail après sur justement, on va dire l'émission, mais on parle ici par exemple d'audit, de calcul de données, d'outils comme on a pu en parler. Avant de rentrer là-dedans, moi j'aimerais bien revoir un peu les définitions. Justement parce que je pense qu'on peut, selon les domaines, selon ce qu'on fait, on peut avoir des définitions différentes. Donc ici on parle d'écologie, on parle d'éco-production. Comment vous définiriez ce terme justement à la fois dans le jeu vidéo mais aussi dans le cinéma et effectivement au travers, toi par exemple, de tes missions avec Que du Feu ou même auprès des collectivités? Je t'en prie. Tu veux que je commence? Ouais. Alors moi je suis dans un secteur qui est pluridisciplinaire parce que il n'y a pas que les acteurs et les réalisateurs dans les tournages a priori. Et du coup, ça présuppose qu'il y a autant de secteurs qu'il y a d'efforts potentiels à fournir sur chaque secteur. Et c'est de trouver des solutions. Il y en a qui sont simples, il y en a qui sont beaucoup plus délicates. L'artistique est beaucoup au centre des questions aussi. Notamment dans ce que les fictions racontent en elles-mêmes. Où on voit bien qu'il y a de plus en plus d'écologie qui s'infiltre dans l'écriture même, avec plein de films différents. Il y en a qui ont très bien marché, comme Le règne animal ou comment ça s'appelait, les algues vertes. D'autres qui sont des catastrophes, comme Acide, je pense. Et après, donc, du coup, c'est comment essayer par secteur, trouver des petites solutions ou des grandes solutions. Okay, donc ce serait ça ta définition d'une éco-production, on va dire, en tant que telle. C'est ça. C'est un peu comme le label biologique pour l'agriculture, hein, même si c'est un peu grossir le trait, mais en vrai, c'est se dire que oui, on n'est pas obligé d'être des gros porcs, comme peut l'être un festival bien connu avec un tapis rouge tout aussi connu et une croisette tout aussi fréquentée qu'elle est importante dans ce milieu. On peut faire d'autres choses plus vertueuses. Pour moi, c'est ça l'éco-production. Je peux continuer sur le cinéma. Allez, vas-y. Alors nous, on parle, avec Que du Feu, on parle pas tant d'éco-production parce qu'on est à l'échelle d'un festival, mais nous, la question, elle se pose. Alors, on a inventé un terme, alors vous pouvez le juger, mais on parle d'écohérence. L'idée, c'est comment est-ce que voilà, riez. L'idée, c'est comment est-ce que finalement on essaye d'être cohérent sur le fond et sur la forme, c'est-à-dire d'essayer de ne pas faire du greenwashing et d'essayer dans tous nos choix de se dire, des fois il y en a qui sont difficiles et on n'arrive pas à faire comme on aurait aimé faire, c'est aussi des compromis, mais c'est d'essayer de faire de façon la plus cohérente possible. Donc à la fois la façon dont on accueille les gens, donc ça peut être surtout l'aspect événementiel, la restauration, sur les accueils, toute la communication. Alors est-ce qu'on imprime, est-ce qu'on fait du numérique, en quelle quantité, où, comment, donc toutes les questions des fois un peu compliquées. Est-ce qu'on fait des goodies, est-ce qu'on fait pas de goodies, mais en même temps que tout le monde est déçu si on fait pas de goodies. Alors comment on manie un peu tout ça, et puis sur comment on forme. Donc Mathieu est intervenu sur notre festival et c'était pas le seul. Comment on forme les réalisateurs sur ces sujets-là, les réalisateurs et globalement toutes les équipes de films. Et puis la question des nouveaux récits, on a aussi beaucoup parlé, c'est-à-dire quel film on montre à l'image. Et donc on a par exemple une projection qui était un peu plus
tourné autour de l'écologie, mais c'était jamais le sujet principal du film. C'est-à-dire, c'était des films, par exemple, sur un décès, mais tout le film se passe, c'est l'été, il fait hyper chaud et on sent que la chaleur, elle est hyper présente et que c'est quasiment un personnage du film. Ou un film d'animation sur comment des vignerons se battent contre le gel. Donc en fait, c'est pas le changement climatique qui en soit le sujet avec un ton un peu moraliste, ça va être vraiment une fiction, mais qui s'intègre dans des futurs qui seront potentiellement les nôtres et qui sont déjà globalement les nôtres aujourd'hui. C'est là qu'on peut parler par exemple du terme de nouveaux imaginaires, qui ont été abordés dans une discussion à la fois entre nous, mais aussi avec Geoffrey. C'est un mot qui est pas mal ressorti, de cette capacité en fait de créer de nouveaux imaginaires au travers de créations justement, et de pouvoir présenter un point de vue qui fait rentrer la personne qui est spectatrice en empathie avec son environnement. Et d'essayer dans les films, on a beaucoup parlé de ça sur les questions aussi d'inclusivité ou par exemple sur l'hétéronormativité, etc. Et de dire, on n'a pas besoin de faire un film qui parle forcément d'une relation homosexuelle, mais s'il y a un personnage qui est homosexuel, dont c'est pas le sujet, mais juste il existe et il représente ça, déjà ça fait avancer le sujet et en fait ça change les imaginaires par rapport à ce sujet-là. Et en fait, les nouveaux imaginaires sur les sujets de l'écologie, ça va être, est-ce qu'on est obligé de mettre plein de voitures, plein de pétrole dans tous nos films? Est-ce qu'on ne peut pas être plus créatif, avoir la scène autrement? Et en fait, questionner tout un tas de choses qui nous paraissent normales, parce que c'est des visions et des choses qu'on a tout le temps vues, un peu des schémas qu'on reproduit, etc. Et de se dire, est-ce qu'on ne peut pas dire exactement la même chose sans forcément mettre en avant ces modes de vie-là ou ces choses-là? Ce qui ne veut pas forcément dire faire un film où il y a marqué en énorme écologie partout. Voilà. Oui, je vois. Après, c'est plus une question d'écriture dans ce cas-là. Oui. Ouais. Ok. Mais en fait, Pardon. Mais je déborde sur un peu après, mais je pense que Mathieu en parlera. Il y a des choix, il y a beaucoup de problématiques où on se dit que c'est des problématiques matérielles de coût carbone, etc., qui en fait peuvent être résolues par d'autres choix artistiques, qui change un peu juste la scène ou le point de vue et on réduit un certain nombre de choses. Ça justement, on va pouvoir en parler après. J'aimerais juste avoir le point de vue également de Geoffrey sur la définition de ce qui peut être considéré comme étant une écoproduction. Alors dans le jeu vidéo c'est un peu plus compliqué parce que c'est vrai qu'il n'y a pas... D'abord, il y a beaucoup moins de leviers d'action potentiels. On ne peut pas dire on va tourner dans un seul décor au lieu de se balader aux quatre coins du monde. Un studio de jeux vidéo, il n'y a rien qui ressemble plus à un studio de jeux vidéo qu'un autre studio de jeux vidéo. Généralement, c'est des gens dans des bureaux sur des machines. Donc déjà, c'est vrai que c'est assez... Pour l'instant, il n'y a pas... on ne peut pas vraiment définir dans le milieu d'éco qu'est-ce que c'est qu'une production écologique de jeux vidéo. Et notamment aussi, parce qu'une des difficultés qu'on a, c'est que le jeu vidéo, en fait, il appartient à deux mondes. Le jeu vidéo, il appartient à la fois au monde de la culture et au monde du numérique. Et en fait, il est un peu noyé entre les deux. C'est-à-dire que si vous regardez, vous cherchez des chiffres déjà sur l'impact du jeu vidéo, vous trouvez des chiffres sur l'impact du numérique global, vous trouvez des chiffres sur l'impact de la culture. Il y a un rapport du Shift Project notamment qui parle de la digitalisation des services numériques dans la culture. Et il y a peut-être 2 lignes sur le jeu vidéo dedans. Donc déjà, il n'y a pas de... Il n'y a pas de référence en fait pour définir qu'est-ce que c'est qu'une éco-production en jeu vidéo. Intuitivement, on se doute qu'un petit jeu indé qui pèse pas lourd, qui va tourner sur des machines plus anciennes, il va avoir un impact plus faible, mais on manque de données, de chiffres, etc. Après, il y a aussi l'aspect que vous évoquiez, l'aspect des nouveaux imaginaires. Il y a la même chose dans le jeu vidéo. On peut avoir des jeux qui traitent directement du sujet. Moi, j'ai bossé avec un studio bordelais qui s'appelle Nova Box. Ils ont fait un jeu qui s'appelle End of Line. On est dans le futur, pas très lointain, en 2080, je crois, quelque chose comme ça. Et on n'a pas fait la transition et c'est la merde et faut survivre. Bon.
Voilà. Après, il y en a d'autres qui ont proposé des imaginaires un peu plus gays. Et puis après, il y en a d'autres où on peut juste je sais pas, mettre des éoliennes, par exemple, dans le décor. Et rien que ça, en fait, ça peut mettre dans l'esprit des gens l'idée que c'est normal de voir des éoliennes et puis on arrête de râler parce que c'est pas beau, parce que ça gâche le paysage, etc. Donc, voilà, comme tu disais, il y a plein de leviers plus ou moins poussés et qu'on n'a pas besoin de faire des jeux aussi sur ce thème pour avancer quelque chose d'écologique, quoi. Mais oui, voilà, le jeu vidéo est en train... Comme un peu tout le monde, en fait, on est en train de se tâter, d'essayer de comprendre déjà quel est notre impact pour ensuite pouvoir peut-être définir justement qu'est-ce que c'est qu'un jeu ou un studio vertueux. Alors justement, là, donc, effectivement, donc toi, avec l'outil que vous êtes en train de mettre en place, vous êtes encore à la phase de recueil de données. Je sais que c'est ce qui a été fait justement depuis ta prise de poste d'il y a 1 an. Est-ce que tu pourrais m'expliquer justement comment fonctionne, qu'est-ce qui a été calculé, un peu comme la discussion qu'on avait eue la dernière fois, effectivement, autour de comment ont été récoltées les données. Quelles sont les données en fait, qui sont récoltées pour pouvoir arriver à se faire une idée de ce que ça consomme et potentiellement après les pistes de réflexion dont on parlera plus tard. Ouais. En fait, dans notre outil, ce qu'on a voulu déjà, c'est avoir un outil qui soit le plus complet possible. Pour vraiment donner quelque chose au studio qui leur permette d'avoir une photo la plus complète possible de leur impact et aussi potentiellement d'éviter le greenwashing, quoi, de dire vous savez bien, vous calculez votre impact carbone mais en fait vous en oubliez la moitié qui vous arrange pas trop. Donc en fait on a 2 aspects principaux dans l'outil. On a l'aspect vraiment studio physique, c'est-à-dire l'activité du studio pour produire le jeu. Donc là, on prend en compte tout ce dont le studio a besoin pour produire son jeu, donc des locaux, de l'électricité, du chauffage. Il a besoin que les gens se déplacent pour venir au travail. Il a besoin que les gens se déplacent sur des salons, etc. Il y a tout ce qui est évidemment tout le parc machine, parce que on a besoin d'ordinateurs pour faire un jeu. On prend en compte aussi toutes les dépenses annexes. Ça peut être les dépenses d'hôtellerie, les dépenses de com, de pub, marketing, les goodies. Voilà, donc les déchets, même si c'est pas quelque chose d'énorme dans un studio, à part quand ils se débarrassent de leur machine, par exemple. Et puis après, on a tout l'aspect qui est lié ensuite, une fois que le jeu est produit, l'impact du jeu quand il est utilisé chez les joueurs. Donc là, c'est vraiment quelque chose sur lequel on tenait énormément. C'est la partie la plus compliquée à calculer. C'est la partie aussi où on se rend compte, généralement, ça peut être un peu déprimant parce qu'en fait, quand on calcule les deux, le plus gros de l'impact, c'est le jeu chez les joueurs. C'est à la fois l'impact des machines que les joueurs ont achetées, donc la fabrication des consoles, des PC, des smartphones, etc. Et puis évidemment l'électricité qui est consommée par les machines en question quand on est en train de jouer au jeu. Sachant que cette partie-là, elle varie aussi selon le pays dans lequel on joue. Si on joue à un jeu vidéo en France, on a de la chance d'avoir quand même une électricité qui est assez décarbonée grâce au nucléaire. Par contre, si on joue au même jeu en Chine ou aux États-Unis, l'impact de l'utilisation du jeu augmente très fortement. Voilà, donc on a vraiment, encore une fois, essayé de donner une photo la plus complète possible au studio pour qu'ensuite ils puissent réfléchir, voir où est-ce que leurs principaux postes d'émission sont et essayer de réfléchir à qu'est-ce qu'ils peuvent mettre en place pour essayer de réduire cet impact. D'accord. Et est-ce qu'il y a un équivalent justement du côté du cinéma ? Alors absolument. En début 2023, donc l'année dernière, le CNC a homologué 2 calculateurs carbone. Il y en a un qui s'appelle Seco 2, qui a été développé par Sequoia, qui est une société, et un autre qui s'appelle Carbon Clap, qui a été développé par EcoProd, qui est une association. Moi, je suis très bien placé pour parler du second, beaucoup moins du premier. Sequoia, je les connais très peu.
Pour grossir le trait, mais je pense qu'ils m'en voudront pas, en gros, eux, ils travaillent beaucoup pour les Américains. Donc les projets énormes, on va dire. Et EcoProd travaille plutôt pour les projets français. On va même dire français traditionnels. Donc pas des plateformes. Et il y a beaucoup de données qui sont celles que vient de citer Geoffrey. Donc il y a, alors déjà, il faut savoir que moi, la partie dans laquelle je suis, la confection d'un film, c'est 18%. Netflix, YouTube, Pornhub et compagnie, c'est à peu près 65% de l'émission carbone du secteur du cinéma. Donc ça paraît important à préciser. Et aller au cinéma est beaucoup moins émetteur, en tout cas si on y va à pied. J'espère que vous êtes tous venus à pied ou en vélo, n'est-ce pas, que d'aller sur son ordinateur ou sur son smartphone. Et après, donc il y a plein de données. En fait, nous sommes également, tu parlais de récupération de données, on est en plein là-dedans. Et c'est aussi la raison principale au départ de ma présence sur un plateau, c'est cette récupération de données. C'est beaucoup plus complexe à mettre en place que pour les jeux vidéo, parce qu'en réalité, il y a plein de techniciens, plein d'acteurs, plein de figurants, plein de gens qui viennent de plein d'endroits différents. Et du coup, je dois être en mesure de récupérer toutes ces données-là, de tous les déplacements, de leurs repas, s'ils sont végétariens, viande rouge ou poisson, viande blanche. Je dois peser les déchets, en tout cas sur les tournages. Donc chaque soir, je pèse mes déchets. Ce qui veut dire que moi, je vise aussi une politique de réduction des déchets, des fois drastique. Si vous voulez, je vous en reviendrai, je vous en reparlerai. Il y a aussi, donc dans les déplacements, il y a les types de véhicules. L'avion, qui, comme chacun le sait, est plus émetteur que le train, a un impact, du coup, en conséquence, dans le calculateur carbone. Ce qui permet aussi, pour moi, à mon poste, d'envisager des répercussions. Donc on essaye de baisser notre bilan carbone. Donc par exemple, on peut essayer de supprimer des privilèges. Je vous dis ça, si vous voulez, j'y reviendrai plus tard. Ça a l'air intéressant. Et du coup, cet outil, quand il a été homologué, c'était, je crois, en mars 2023, et il a évolué au fur et à mesure. Moi, j'ai fait beaucoup de retours. J'avais la version bêta dès le premier tournage que j'ai fait, où il y avait des choses que je ne comprenais pas. Et, il y avait des choses que je disais, ah putain, ça faudrait peut-être changer. Alors je sais, par exemple, ils ont rajouté l'hélicoptère, ils ont rajouté des catégories d'avions, parce qu'en vrai, on utilise des avions, donc ils ont vraiment écouté au fur et à mesure ce que nous, on disait à nos postes. Et puis tout d'un coup, il y a une autre voix qui a commencé à apparaître, celle de ceux beaucoup plus en haut. Et du coup, l'outil s'est affiné, s'est simplifié, et en même temps est devenu de plus en plus pointilleux sur certains autres aspects. Donc on voit qu'il y a quand même il y a une sorte de turbulence des fluides entre les très gros groupes, les gros groupes, les moyens groupes et nous, les tout petits. Parce qu'on a quand même notre importance, on est les principaux interlocuteurs, donc on a quand même un lien direct. Je pense que les équivalents de Geoffrey dans le cinéma, je les ai au moins une fois ou deux fois par mois au téléphone. Et du coup, l'outil devient une sorte de nerf de la guerre. Sauf que en 2008-2024 devait avoir lieu l'éco-conditionnalité des aides soumises à un rendu de 2 bilans carbone, un prévisionnel et un définitif. Ça n'est plus aussi drastique. Ça veut dire qu'en fait, on peut quand même avoir l'aide même si on ne les a pas fait. Ce qui est en réalité complètement dommageable parce qu'il faut qu'on assume. Et tout à l'heure, je parlais de Depardieu.
pour moi, ça relève du même problème. On a toujours véhiculé une sorte d'image cool de ce milieu, mais on n'a jamais trop assumé les petites filouteries de certains. Et cet outil, en fait, nous permettrait d'assumer et de quantifier véritablement ce qu'on fait. Ce que font les Américains, par exemple. Les Américains, ils assument. Et ils visent des réductions. Nous, c'est même pas ils visent des réductions, c'est ils veulent réduire. Nous, on veut viser des réductions. Je fais cette allusion-là parce qu'il y a eu un texte de loi qui est passé tout début d'année qui faisait cette nuance-là. Avant, on devait réduire. Maintenant, on doit viser la réduction. Ce qui n'est pas pareil. Donc, ces outils sont évidemment nécessaires, sont d'une certaine manière magnifiques pour ce qu'ils permettent, c'est-à-dire mettre vraiment du vert. Et en même temps, il y a quelque chose qui inquiète. Les gens sont toujours inquiets. C'est comme ça les oblige à faire face à... Exactement. Ouais. Et c'est pour ça que je parlais de cette espèce d'émergence de plein de figures réactionnaires. Il y en a aussi là-dedans. Il y en a maintenant qui émergent, qui sont là, ouais, on ne peut plus rien faire, on ne peut pas tourner où on veut, toujours... Eh ben ouais, les gars. Bah, ouais. Va falloir arrêter de faire des films avec 28 pays. C'est super Sense8, hein, c'est super James Bond. Mais et je dis ça, nous en France, on les fait, c'est un peu plus wish, mais on les fait quand même les voyages. Et en vrai, on est dans un territoire qui en plus bénéficie d'une richesse géographique, de territoire, quoi, qui est dingue. De la même manière que on peut peut-être commencer à envisager de faire moins de films ou de téléfilms ou de séries de fiction, de ce que vous voulez, avec des hommes blancs de plus de 55 ans qui roulent dans des voitures chères, qui sortent avec des femmes qui ont 20 ans de moins que lui, je vais y arriver. On peut essayer de réduire les serial killers qui font qu'il y a une sorte de débauche de moyens, alors qu'il n'y a pas tant de serial killers que ça, à ma connaissance, dans ce pays. On peut réduire et pas viser la réduction. On peut le faire, quoi. Et c'est pour ça que c'est hyper intéressant d'entendre des gens comme Geoffrey, c'est que il y a ceux qui agissent et il y a ceux qui contre-agissent. Et ceux qui contre-agissent, en général, je vous parle des réactionnaires beaucoup parce qu'il y a on arrive à faire péricliter des films progressistes maintenant. Donc peut-être il serait temps de réussir en agissant à être plus fort que ceux qui contre-agissent. Ça paraît bête à dire, hein, mais en vrai, c'est pour ça que de mettre du vert, c'est un combat. Je ne sais pas si on gagnera la guerre, a priori non. Mais en tout cas, il y a plein de petites batailles qu'on va gagner, même peut-être la bataille idéologique, peut-être. Et c'est pour ça que ce truc concret, ces outils sont très concrets, même si l'unité de mesure, qui est le tonne d'équivalent CO2, peut paraître très abstrait. On peut le comparer avec de l'eau, par exemple. Il y a des outils maintenant où on peut comparer... par exemple, pour être plus terre à terre, on a des outils qui permettent de comparer une bouteille d'eau plastique et un litre d'eau du robinet. La différence, je ne sais pas si vous savez, c'est 3432 fois plus carboné une bouteille en plastique qu'un litre d'eau du robinet. C'est quand même hyper concret. Et la viande rouge, par exemple, est très, très, très souvent citée en exemple, parce que c'est très concret. Un steak est ultra émetteur. Un kilo de blé, il faut 9 litres d'eau. Un kilo de viande rouge, il faut 11 000 litres d'eau, je crois. Voilà. Et du coup, d'avoir ces outils concrets nous permet de savoir en fait de quoi il est question. Et c'est pour ça que l'avenir sera forcément un moment plus vertueux. Parce que déjà, Parce qu'il n'y aura pas le choix aussi. Au bout d'un moment, il n'y aura pas le choix. Je veux dire, par exemple, que ce soit le jeu vidéo ou le cinéma, ce sont quand même des divertissements. Alors, avec Louise, on en avait parlé, il y avait ce paradoxe en même temps que c'est considéré comme étant un besoin primaire,
le divertissement, et qui en même temps peut vite quand même passer à la porte. Donc on sait que si à un moment donné, il y a des énormes problématiques environnementales qui vont se poser, qui iront sûrement avec des problématiques sociales, financières, etc., on sait que c'est potentiellement peut-être les premiers métiers qui risquent de sauter. Et donc moi, ce qui m'intéresserait serait de savoir un peu quelles sont les contraintes, quels sont les moyens de pouvoir pallier à ça. Et je sais que Louise, on en avait parlé, de l'anticipation. Est-ce que tu pourrais m'en dire plus par rapport à ça ? Pour réagir sur pas mal de choses qui ont été dites par Mathieu, une des premières choses, et par vous deux en fait finalement, c'est qu'il faut récolter de la donnée. Donc en fait, se poser la question, et là vous parlez beaucoup du carbone, parce qu'en fait quand on parle d'éco-production et qu'on parle d'écologie dans ces industries, on parle énormément de carbone, sauf que c'est un tout petit bout du sujet qui prend beaucoup de place parce que changement climatique, etc. Mais le changement climatique, c'est pas le seul problème auquel on va faire face. Il y a aussi la question des ressources, la question de l'eau, la question du phosphore. Il y a tous ces sujets-là qui se surajoutent et qui s'entremêlent les uns avec les autres et s'augmentent les uns avec les autres, la perte de la biodiversité, etc., qui sont des sujets qui sont beaucoup moins évaluables, traitables sur nos sujets. Tu parlais des contraintes de on n'aura pas le choix. Un sujet on avait déjà échangé là-dessus, sur la question de l'eau. Sur les tournages, on a déjà des zones en France qui sont avec des restrictions. Il y a un moment donné où va potentiellement y avoir des conflits d'usage sur la gestion de l'eau et des territoires qui ne voudront pas accueillir des équipes de tournage qui arrivent, ou alors qu'en tout cas ces équipes de tournage, elles vont puiser l'eau de populations qui vivent là. Il y aura des arbitrages à faire entre le tourisme, le tournage, les populations qui vivent là. L'eau va être un sujet à un moment donné, je pense, qui pour l'instant n'est pas traité dans le carbone. Toi, tu parlais aussi des déchets qui ne sont pas finalement dans le bilan carbone, ou en tout cas pas de façon indirecte, on va dire. C'est pas tout à fait exactement la même chose. Et j'ai oublié la question en cours de route. Mais je t'en prie, tu peux continuer de rebondir. L'anticipation. Mais voilà, tu parlais d'anticipation. Et du coup, tout ça, c'est recueillir énormément de données. Et ça nécessite beaucoup de temps. Et par exemple, quand on est à l'échelle d'un festival bénévole, on ne peut pas faire un bilan carbone du festival en étant bénévole et en ne passant pas énormément de temps dessus, parce que c'est calculé à la tomate près, etc. Ou alors on fait un bilan carbone global, une enveloppe, et là c'est la porte ouverte pour effectivement faire un peu ce qui nous arrange et mettre sous le tapis ce qui nous embête. Même si on sait qu'il y a des postes qui sont un peu tout le temps les mêmes sur lesquels on peut travailler, qui sont l'alimentation, les transports, etc. Et sur l'anticipation, donc en fait, pour avoir toutes ces données et pour pouvoir agir, le jeu vidéo, je connais moins, mais ça m'apparaît être un peu comme le cinéma, un endroit dans lequel on est dans l'urgence tout le temps. Et peut-être c'est pas le cas. En tout cas, le cinéma, c'est ça. On est dans l'urgence tout le temps. Tout le monde est pressurisé. On n'est pas sur des horaires de travail 8-17. Et du coup, la question de l'écologie, dans le système dans lequel on est, ce sera toujours plus simple et moins cher au dernier moment de faire pas écolo, entre guillemets. Et donc, si on veut que ce soit pas un poids supplémentaire, et là on revient sur les questions du social, c'est-à-dire qu'on sait sur qui ça va tomber, les régisseurs, les petites mains dans les tournages, ne serait-ce que le tri des déchets, t'en parleras toi-même, sur les poubelles, 3 poubelles, c'est pas comme une, et c'est pas on jette au dernier moment. Donc si ça c'est pas anticipé en amont, ça va effectivement être plus lourd, vu comme une contrainte, et plus cher. Alors que si on l'anticipe, finalement ça peut être de la mutualisation de dépenses, et réfléchir le projet autrement pour que ça se passe bien. Mais on le voit aussi à l'échelle de l'organisation de l'événementiel. En fait, si on n'anticipe pas le truc, au dernier moment, qu'est-ce qui est le moins cher, qu'est-ce qui est le plus rapide ? D'acheter des accréditations à l'arrache en plastique qui sont faites en Chine. Ce qui n'a aucun sens logiquement, mais ce sera ça qui sera le plus simple. Alors que là, cette année, on a fait le choix qui était un peu compliqué, mais au final, c'est bien passé. Les années d'avant, on avait des t-shirts bénévoles qui étaient imprimés. Alors, on avait essayé de faire attention à où c'était imprimé et floqué. Et là, cette année, on a changé de nom, on est devenu Que du Feu. Et on s'est posé la question de, va falloir renouveler ces t-shirts-là. Est-ce que, du coup, on met plus de t-shirts aux bénévoles, mais du coup, ils sont moins identifiés, puis ils sont bénévoles pendant 15 jours, et puis ils n'ont rien, parce qu'on a un petit festival, donc en fait, ils ne vont pas non plus voir des grands films, ni croiser des stars. Donc il y a aussi un peu un aspect de on va les mobiliser au dernier moment sur des soirées, ils vont rentrer tard, et comment c'est un peu une rémunération finalement d'une certaine façon, une reconnaissance en tout cas de leur travail.
Donc on s'est dit qu'il fallait quand même faire quelque chose, mais on voulait pas, on voulait essayer d'être cohérent sur ce truc-là. Donc on s'est dit, on va essayer déjà de récupérer des t-shirts. Donc on a récupéré des t-shirts unis de toute l'équipe, de tous les membres de l'équipe, et on a complété avec Emmaüs. Et en vrai, on est arrivé à une trentaine de t-shirts. Donc c'était largement suffisant, de toutes les tailles, de toutes les couleurs. Mais bon, on s'est dit, voilà. Et on les a fait sérigraphier à Lyon, à l'atelier Chalopin. Et en fait, au final, tout le monde est trop content parce qu'ils étaient... ils avaient des défauts, il y en a qui n'étaient pas tout à fait floqués dans le bon sens, bon voilà. Mais voilà. Et la question c'était, par contre, il faudra les rendre. Et du coup, voilà, donc c'est un peu difficile. Et au début, on s'est dit, c'est un peu chiant pour les membres bénévoles qui viennent et qui ont un t-shirt, mais qui ne pourront pas le garder. Mais en même temps, ça n'avait plus aucun sens d'avoir fait ça et de se dire l'année prochaine, faut qu'on en retrouve 30, quoi. Et donc, l'idée, c'était aussi d'essayer de construire un peu un contre-discours en disant, il faut que venir au festival et être bénévole sur le festival, ce soit suffisamment chouette, ce soit des suffisamment bonnes rencontres, des moments intéressants, des rencontres intéressantes, pour que le fait de ne pas avoir de goodies en repartant, ce soit pas vécu de façon difficile, quoi. Oui, j'imagine que les personnes qui sont bénévoles à ce festival aussi viennent pour être en cohérence avec ces valeurs-là. Donc, je dirais, c'est peut-être des choses auxquelles elles s'attendent potentiellement aussi, en venant travailler avec vous. Oui, mais en fait, c'était assez intéressant et on a eu plusieurs discussions dans l'équipe à la suite donc de l'intervention que Mathieu avait fait donc dans la journée professionnelle écolo, on va dire. Où il y a beaucoup de choses où on est un peu, nous, dans une posture, et moi aussi par mon métier, où on dit aux gens ce qu'il faudrait faire, etc. Sauf que quand ça nous touche, nous, et que c'est nous qui allons pas avoir le petit écusson, le petit t-shirt, oui, non, mais les autres, ouais, mais moi, je l'aimerais bien quand même, ce t-shirt. On se rend compte qu'on est tous nous-mêmes, en fait, dans ces problématiques-là, et que la question, c'est celle du renoncement. Alors nous, on la traite beaucoup avec les territoires. Et que le renoncement, il se fait dans des conditions qui permettent de le faire. Et tu parlais tout à l'heure des privilèges, et que le cinéma est un milieu dans lequel il y a un certain nombre de privilèges, c'est un milieu de paillettes, etc. Il y a beaucoup de dépenses sur les festivals qui sont comment on accueille, comment on fait venir les gens, comment on traite bien le jury, parce que sinon le jury ne viendra pas ou ne regardera pas les films dans des bonnes conditions, etc. Et tout ça, c'est aussi des choses et des mentalités à changer. Et c'est compliqué parce que nous, on s'est déjà pris des remarques de « Ah ouais, mais on était à l'auberge de jeunesse quand même. Enfin voilà, on vous le dit, on est gentil, mais à l'avenir, quand même, si vous voulez rentrer un peu dans le milieu pro des festivals, faites pas trop ça quand même. » Et voilà, on a des retours là-dessus. Et c'est compliqué de tenir en se disant « Oui, non, tant pis, on rentrera pas dans le sérail des pros comme vous voulez. » Et en même temps, on se dit que ça fait partie de ce changement qu'on doit faire advenir dans les futurs festivals pro. Ça ne doit pas être ça. Et puis ça fait le tri quelque part, j'ai envie de dire. Vous attirez aussi des personnes à vous qui peut-être sont plus en accord avec ces valeurs également. Ça fait le tri, mais quand tu veux exister comme un festival... c'est plus compliqué, effectivement. Il faut quand même faire venir les gens qui sont intéressants et qui donnent de la valeur au festival aussi. Ouais, je comprends. Donc des compromis. Est-ce que vous voulez rebondir là-dessus, justement, sur un peu les contraintes, Alors, comme c'est filmé, je vais essayer d'être politiquement correct, mais en gros, fais-toi plaisir. Il faut prendre conscience d'une chose. Alors moi, je vais vous parler trivialement de qui je suis. Là, en ce moment, sur le métier que je fais, sur mon contrat, il est marqué régisseur adjoint. Un régisseur adjoint, dans les annexes ou conventions audiovisuelles français, c'est à peu de choses près 1 000 € la semaine. Avec les charges, c'est à peu près 1 800 € la semaine. Donc un surplus d'autant par semaine pour la production sur le papier. J'ai eu... donc moi je suis formateur aussi de ce métier, je donne des formations à la Cinéfabrique sur ça, des formations qui ne sont pas faciles à remplir parce que voilà, donc là tout le monde s'en fout. Comme ça vous savez, c'est dit, tout le monde s'en fout. Tout le monde en parle beaucoup, mais en vrai, les seuls qui font des choses dans le sens-là sont celles qui sont vraiment soumises aux fameuses normes RSE. C'est-à-dire les gros. Les gros ont des obligations d'inclure des normes RSE, en tout cas des améliorations dans leur système. Mais ça veut dire que la plupart, pour eux, c'est 1 800 € la semaine en plus. Je vous dis ça parce que on veut pas souvent de moi en vrai.
Donc je travaille beaucoup avec France Télévisions parce que c'est une grosse société et qu'ils ont du coup nécessairement besoin de faire ça. Et j'en suis très heureux parce que chaque film que je fais est un petit miracle. Mais du coup, moi j'estime que ma présence, elle doit se justifier. Et pour se justifier, ça passe par des actions. Et ça dépend, selon les productions, de la liberté qu'on me laisse. Et il y a un film, celui qui a eu l'Écolabel, on m'a laissé faire ce que je voulais. Du coup, j'ai fait, alors, avec évidemment plein de gens de l'équipe alliés directement ou indirectement, des choses qui seraient scandaleuses dans d'autres... par exemple, il n'y avait pas de transport pour une personne, jamais. Ça, à peu près, ça reste simple. Il y avait... Les comédiens étaient trimballés en véhicule de jeu. Sur le papier, c'est pas très grave. Un Sauf véhicule que de jeu. quand tu transportes des comédiens dans une 205 ou dans une Clio de 92, ça fait pas pareil que quand tu es dans une Tesla de 3 tonnes avec le chargeur qui va bien, l'écran géant et tout. C'est une autre ambiance. Mais en réalité, sur le film où j'ai eu cette liberté-là, je me suis retrouvé à avoir mon plus précieux allié. Et j'en avais parlé beaucoup à Queue du Feu. En fait, mon plus précieux allié est un homme qui s'appelle Karim Leclou et qui était l'acteur principal du film. Karim Leclou, pour ceux qui ne voient pas qui c'est un acteur qui a joué dans Le Monde est à toi, dans Bac Nord, dans Hippocrate. Donc c'est un acteur identifié. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui est parmi les privilégiés dont on parle. Et quand je lui ai expliqué ma mission, il était hyper content. Parce que, évidemment, il n'y a pas que des cons. Et du coup, ce que je lui ai proposé de faire, lui, comme c'était l'acteur principal et qu'il l'a accepté, plus personne n'osait rien dire derrière. Et ça veut dire qu'il y a tout un catalogue, parce que c'est un film où il y a... Alors, c'est pas des superstars, mais c'est quand même des gens qui sont habitués à des belles conditions de travail, se sont retrouvés avec des conditions, entre guillemets, moins confortables, on va dire. Eh bien, figurez-vous qu'ils ont tous été très heureux de ça. Parce que ça a amené une sorte de proximité, une sorte de cohésion d'équipe. Tu parlais d'écohérence tout à l'heure. En fait, c'est pas du tout anodin le fait de dire, c'est pas parce qu'on va t'enlever ton carloche de 25 mètres où tu vas une demi-heure par jour que ça va mal se passer. C'est pas parce que t'auras pas ton espèce d'eau à la con qu'ils ont puisé dans un glacier sous les îles Fidji ou je sais pas quoi, ton eau pure des glaciers de l'Himalaya, que tu vas être en mauvaise santé. C'est pas parce que je vais te faire boire de l'eau du robinet que tu vas mourir. Sur ce film-là, tu parlais de l'eau, il n'y a pas une goutte d'eau qui n'a pas été de l'eau du robinet. Il n'y a pas eu une seule goutte de soda du groupe Monsanto. Il n'y a pas eu un seul produit industriel qui n'était ni local ni biologique. Eh bien, figurez-vous que j'ai fait faire 7 000 € d'économie à la production. Pourquoi ? Parce que j'avais la main sur tout. Et du coup, c'est moi qui faisais les courses. Et du coup, c'est moi qui, avec évidemment le régisseur adjoint, faisais en sorte que les transports soient jamais privilégiés pour personne. Et un jour, je me suis retrouvé, j'étais dans ma Clio personnelle, qui est une voiture assez pourrie, avec Noé Habitat et Karim Leclou. Donc c'était assez improbable. Et Noé, elle m'a dit un truc qui m'a vachement marqué. Elle a dit, ça fait plaisir d'être dans une voiture qui fait pas bip bip. Et elle était allongée derrière, dans une voiture qui fait pas bip bip. En fait, ça n'est que du leurre. Ça n'est que du leurre. Le luxe, les privilèges ne sont qu'un leurre. Parce que les gens, en fait, à force d'être dans un luxe, ils oublient qu'ils deviennent en fait quelque chose qui n'est plus humain. C'est ma vision des choses. Elle est peut-être un peu radicale. Certains diront islamo-wokiste ou je ne sais pas quel terme. Mais en vrai, devenir plus humain, ça fait du bien. Et ce milieu, je crois, on commence à en avoir vraiment besoin. Quand un monstre sacré se permet de faire n'importe quoi pendant 50 piges et que personne n'ose vraiment dire quoi que ce soit parce que c'est Gérard et que en fait
il y a une tribune gigantesque où il y a 8000 personnes, dont la plupart sont quand même reconnues, voire connues. On se dit qu'en fait, si, on peut mettre quelque chose de profondément humain, on peut mettre quelque chose de profondément progressiste là-dedans. Et l'écologie, c'est ça. L'écologie, c'est en fait, il faut le faire. Mais plein de gens ne veulent pas, et plein de gens diront « Ouais, moi ça va. Alors, je parle de l'avion, mais il y en a plein, des trucs... un petit fast-food une fois de temps en temps, et je suis le premier à le faire. En soi, il n'y a pas de problème. C'est juste se dire je vais faire ça une fois, puis je vais faire ça une autre fois, puis je vais faire ça une troisième fois. Et moi, sur ce poste que j'aime de plus en plus, je leur fais faire ces choses-là sans qu'ils s'en rendent compte. Parce que quand tu bois de l'eau du robinet, mais dans un verre, avec un cadre bucolique, parce que c'est souvent ça le cinéma, et bien finalement, c'est pas plus mal que dans ta bouteille que tu jettes et qu'en fait, il restait ça. Et donc, c'est rien en fait. Il faut que ça devienne rien. Faut que ça devienne naturel. Alors, je sais qu'il y en a qui ont des collections de gourdes. C'est comme les sacs plastiques sous l'évier. Ils ont 1000 gourdes et ils l'oublient à chaque fois sur chaque nouveau film. Mais il y en a d'autres qui l'ont. Moi, sur ce film-là, donc j'avais 150 gobelets en plastique achetés chez Action, là, le magasin de pauvres. Et j'ai rien eu de plus que ces 150 verres. Et des fois, on était 80, 100 sur le film. Et tant pis, je faisais la vaisselle. Et puis l'eau de la vaisselle, ça sera toujours moins que de construire une nouvelle bouteille en plastique et machin. Et finalement, personne s'en est plaint. Le seul moment où ils sont plaints, c'est à Lyon, effectivement, parce que sur les fontaines au bord du Rhône, l'eau, elle a un goût. Et parce qu'on a tourné 2-3 jours à Lyon. Et c'est juste ça, l'eau, elle a un goût. Ça va. Donc, ce dont tu parlais, l'anticipation, c'est des choses qui sont faisables. C'est ça qu'il faut qu'on se dise. Et ce truc des privilèges, c'est quelque chose d'assez faisable en fait, de faire conscientiser aux gens qui en ont besoin qu'en fait, c'est que du vent, quoi. Si je vous disais les privilèges dont certains jouissent, ils sont tellement claqués, quoi. C'est le mélange entre 50 centilitres de Perrier et 50 centilitres d'Évian parce que l'un est trop fort et l'autre pas assez. Et donc, il suffit de dire écoute, je vais te mettre une soda stream un peu moins gazéifiée, puis ça va rouler. Et en fait, oui. Donc, il y a des solutions à tout. Encore faut-il effectivement le faire comprendre aux gens qui sont un peu réactionnaires que c'est pas si compliqué que ça. C'est une manière de les amener, en fait. Exactement. Donc, il y a des outils. Moi, j'ai l'impression d'être un outil humain pour aider au progrès. Moi-même, j'ai l'impression d'avoir progressé alors que je partais quand même de très loin. Et tant mieux. En fait, on a l'occasion maintenant et c'est pour ça que la fin de l'ère Depardieu, c'est une bonne nouvelle, même si ça fait chier de ne plus pouvoir regarder ses films sans avoir le c'est parce que c'est un acteur incroyable. L'art n'est pas en péril là, c'est justement toutes les dérives qui commencent à l'être. Dérives sociales. Donc c'est pas mal. Okay. Je me permets juste de rajouter, parce que tu as dit un élément essentiel, le fait d'avoir des alliés. Et de ne pas porter ça tout seul, parce que si on est quelque part en étant monsieur écologie, on est vu comme quelqu'un effectivement qui arrive avec des contraintes et des trucs en plus. Là où en fait, une des choses fondamentales, nous, ce qu'on a, alors tout le monde, j'ai eu la chance que dans ce festival, on le porte tous, mais la première action, c'était former les gens qui en fait vont prendre les décisions sur la com et les prendre avec eux, former les gens qui vont prendre les décisions sur l'événementiel, parce qu'en fait, c'est juste du coup avoir des gens qui vont être ok juste de dire non, de s'arrêter 5 minutes et de dire ok, comment je peux faire autrement, et juste de prendre ce temps-là un peu créatif pour faire autrement. Mais qui permet d'éviter d'avoir juste un non qui, en fait, des fois amène des solutions moins chères, où les gens, en fait, s'y attachent beaucoup plus. Les t-shirts, en l'occurrence, le fait qu'on ait fait des badges imprimés, on a fait des petits badges cousus pour juste l'équipe qui était là toute l'année, pour un peu récompenser le fait qu'ils ont travaillé toute l'année, qui étaient des badges qui ont été faits en Isère. Et du coup, on n'en a pas fait beaucoup parce qu'on a mis un peu d'argent là-dedans. Et on a dit, non, c'est juste les gens qui ont bossé sur le festival cette année, mais engagez-vous pour le festival l'année prochaine, vous l'aurez. Et qu'on a cousu sur notre banane. Et on n'a jamais eu autant de compliments sur ce petit truc parce qu'on y avait pensé en se disant, qu'est-ce qu'on peut faire sans que ce soit un truc trop compliqué. Mais avoir des alliés,
c'est important et que de partager ce sujet-là pour que ce soit une problématique que tout le monde se pose pour éviter d'avoir un nom ferme, parfois un peu bête. Oui, bah, je vais plus soyer aussi. C'est vrai que nous, quand on a lancé notre projet, c'est pareil, un des premiers trucs qu'on a fait, c'est de chercher des alliés, parce que ce qu'il faut bien se rendre compte, c'est que sur ce projet de transition, de calculateur d'impact environnemental, parce qu'en fait, comme tu disais tout à l'heure, on parle du carbone, mais nous, on a rajouté d'autres mesures. Donc on a quatre facteurs d'impact, dont l'eau et les ressources. Ouais, ce qu'il faut bien se rendre compte, c'est que moi, je suis le seul salarié qui bosse là-dessus à temps plein. Sur un projet national. Donc tu es Monsieur Écologie voilà, je suis dans le jeu Monsieur vidéo. Écologie. Donc il a bien fallu trouver des alliés. Donc déjà j'ai de la chance parce qu'on a un comité de pilotage qui m'accompagne de gens, c'est des gens motivés quoi, qui viennent d'un peu partout en France, de différentes associations, etc. Dont un monsieur Écologie plus qui s'appelle Pierre Forest et c'est une mine d'informations. Enfin, si vous le lancez, vous mettez une pièce dans la machine et après c'est parti pour 2 heures. Donc mais eux, c'est tous des bénévoles en fait. Enfin, je leur prends leur temps quand j'ai besoin. On fait des réunions régulièrement, mais voilà, c'est tous des bénévoles. Et pareillement, quand on a lancé l'idée de ce calculateur, alors ça vient bien sûr à la base de cette éco-conditionnalité des aides du CNC, mais on a voulu donc aller plus loin. Donc entre autres en prenant en compte l'impact des jeux chez les joueurs. Et ce qu'on a voulu faire, c'est on voulait vraiment un calculateur qui soit utilisé par tout le monde. Et pour ça, on s'est dit, en fait, on va aller chercher des experts qui connaissent ce domaine, qui vont nous faire un calculateur qui soit solide scientifiquement, parce qu'on ne veut pas être attaqué sur des questions de greenwashing ou je ne sais quoi. Mais en même temps, on veut, je ne sais pas si certains d'entre vous ont essayé de faire leur bilan carbone ou quoi que ce soit. Moi, j'ai fait la formation bilan carbone. Le tableur, il est velu. Tu parlais des avions tout à l'heure, c'est ça. Si tu veux rentrer un déplacement en avion, tu cliques sur la petite flèche pour dérouler, et là, tu as 50 options. Alors, avion 250 places, avec hélice, sans hélice, avec traînée, sans traînée, mais j'en sais rien, moi. Donc, on voulait... Une des choses qu'on voulait absolument, c'était un calculateur que quelqu'un puisse utiliser même sans rien connaître, sans avoir le besoin de se prendre la tête à ce point-là. Et donc pour ça, on est allé chercher des studios de jeux vidéo pour être nos bêta-testeurs en fait. On a l'expert qui crée l'outil. Eux, ils savent, c'est les geeks. Mais on veut que l'outil soit utilisable par tout le monde. Donc on est allé chercher des alliés et... déjà, on a de la chance dans le jeu vidéo, on n'a pas trop cette chose des privilèges du Star System. Alors, il y a eu quelques scandales, il y a quelques personnes qui ont fait n'importe quoi au fil des années, des vieux de la vieille, mais de manière générale, c'est une industrie assez jeune, avec beaucoup de jeunes, et du coup, il n'y a pas trop ce culte de l'auteur, de l'acteur tout-puissant ou je ne sais quoi. Donc on a lancé un appel, on a dit on aurait besoin d'une vingtaine de studios qui vont nous suivre et puis qui vont tester l'outil, qui vont nous faire des retours, etc. On a eu plus de 40 réponses de gens qui voulaient. Et vous avez eu de toutes les tailles pour le coup. Ouais, vous avez alors des le but gros aussi, studios, des moyens, des petits. Ouais, et le but, c'était un des buts aussi, c'était vraiment d'avoir un groupe de studios. Alors même un groupe d'entreprises, parce que c'était pas que des studios, qui soient représentatifs du secteur. Donc on voulait des gros, des petits, des moyens, partout en France, des gens qui font des jeux PC, des gens qui font des jeux smartphones, des gens qui font des jeux VR, voire même des gens qui font du Web3, du métavers et compagnie, pour avoir un outil que tout le monde puisse utiliser. Et donc on a eu une quarantaine, du coup il a fallu faire du tri malheureusement. On a un peu poussé les murs, on en a pris 27. Et vraiment oui, on a eu des studios de tous les coins. Et en fait, quand on a lancé le projet au début, on s'est dit on va faire une petite enquête pour savoir si les gens sont vraiment intéressés, motivés. Et on s'est aperçu que c'était intéressant le résultat de l'enquête. C'est-à-dire la plupart des studios qui ont répondu à l'enquête ont dit ouais, on fait des actions pour réduire notre impact. Après, la question, est-ce que vous avez déjà calculé votre impact, fait un bilan carbone ? Non. Et c'était quoi les actions ? Du coup, tu as des exemples des actions où n'importe qui pourrait se dire c'est des bonnes actions et qu'en fait, si tu regardes en face, tu te dis non, pas forcément. Alors, la plupart, il y en avait
Alors c'était plus les gros, il y en avait certains qui mettaient en place des forfaits mobilité durable pour encourager les employés à changer leur moyen de transport. Il y a beaucoup de tri des déchets. C'est bien, mais c'est vrai qu'un studio de jeux vidéo, c'est pas ça qui produit beaucoup de déchets, quoi. Il y en avait certains qui commençaient, qui s'attaquaient justement à leur parc machine, à essayer de faire durer plus longtemps leur PC de prog. Alors ça, c'est des gros leviers pour un studio de jeux vidéo, faire durer les machines le plus longtemps possible. Voilà, puis ils regardaient surtout les déplacements et ça, mais c'est vrai que c'est con à dire, mais oui, si on mesure pas, on peut se lancer sur une piste vaillamment, passer des heures, des jours, faire chier les gens sur un truc, et puis alors qu'en fait ça a quasiment aucun impact, quoi. C'est comme notre ex-ministre qui nous disait qu'il fallait arrêter les emails rigolos, quoi. Enfin, je suis désolé, il faut se concentrer sur quelque chose qui s'appelle les ordres de grandeur. Si tu te concentres sur tes mails, tu passes 2 heures par jour à trier tes mails, et qu'à côté, tu prends ta bagnole pour venir au boulot. Faut réfléchir, c'est pas ça l'essentiel, quoi. Donc voilà, et du coup on était très contents parce qu'on a eu des gens très motivés, et on a eu à des moments, il y a eu un petit accro à un moment, quand on a présenté l'outil, qu'on a présenté tout ce qu'il y avait dedans. On avait fait un gros rendez-vous, tout le monde à Paris, en train, pour présenter l'outil au studio avant qu'ils l'utilisent. Et puis on avait certains représentants de certains lobbies qui étaient là et qui ont commencé à dire oui, mais c'est un peu dangereux votre outil, vous vous rendez compte, vous mesurez l'impact des jeux chez les joueurs, vous allez mettre ça dans les mains du CNC, vous savez pas ce qui va se passer. Et c'est là que c'est bien d'avoir des alliés, parce qu'il y a plein de studios qui ont dit oh non mais nous on veut savoir, vous faites chier là, on a envie de cet outil. Oui, parce qu'il y avait un risque en fait que les ventes peut-être diminuent à la suite de cet outil, par exemple. Oui, ou qu'il y avait une peur que potentiellement le CNC mette des limites en termes de combien à combien de carbone on a droit pour pouvoir faire sortir son jeu. Après honnêtement, c'est des craintes tout à fait légitimes. Donc ensuite, la chance qu'on a eue, c'est que on s'est assis avec ces gens-là, on a discuté, on a expliqué la démarche, on a écouté leurs peurs, on a écouté leurs craintes, et puis on s'est rencontrés, on a trouvé un juste milieu. Nous, on était contents parce qu'on n'a pas dû sacrifier quoi que ce soit, on n'a pas dû s'en tirer notre outil, retirer quoi que ce soit. Et eux, ils étaient contents parce qu'on les avait écoutés. Et c'est toujours pareil. Enfin, encore une fois, c'est ce que tu dis. C'est une peur qui peut être légitime. La peur de perdre du business. Enfin, je peux comprendre pour une boîte, quoi. Et c'est une question de dialogue, c'est une question de s'asseoir et de discuter. Alors, on peut pas faire ça avec tout le monde, évidemment, mais moi, pour l'instant, j'ai eu de la chance d'être tombé dans un milieu de bisounours où les gens sont prêts à s'asseoir, sont prêts à discuter et à essayer de trouver un compromis qui marche pour tout le monde sans sacrifier le cœur de ce qu'on voulait faire dans notre projet, quoi. Une réaction ? En fait, c'est ce monde des bisounours là qui m'interpelle, parce que comment dire ça, le cinéma et l'audiovisuel en particulier, en général, c'est pas du tout un monde de bisounours. En gros, donc moi je vous parlais de mon poste et de combien j'ai gagné. La plupart du temps, quand il y a un poste, c'est soit l'apanage de quelqu'un on va dire un stagiaire, comme ça c'est dit, soit ce qu'on appelle un auxiliaire de régie, donc le plus petit salaire possible, et du coup qu'on met à 35 heures avec des ordres à respecter, forcément, parce que qui dit petit poste dit des ordres. Les stagiaires sont des fois plus libres que les gens payés. Et donc, souvent, tant qu'à faire, on prend des jeunes femmes. Je vous dis ça parce que, de la même manière que la charge mentale incombe dans un couple à une femme, je suis bien placé pour le dire parce que je suis là pendant que ma femme s'occupe de mon fils. Donc on donne ça à des jeunes femmes qui souvent débarquent
dans ce milieu, qui n'est pas du tout un milieu de bisounours. Et il se trouve que moi, j'en ai eu 2 au téléphone l'année dernière. Ça ne m'est pas arrivé depuis. Et franchement, ça ne fait pas plaisir. Donc, je touche du bois. Et les 2 étaient dans des cas de harcèlement moral assez caractérisés d'une partie de l'équipe. Je ne dis pas de toute l'équipe, mais suffisamment pour que la situation soit extrêmement difficile. Et en fait, elle devenait l'œil de Moscou. D'ailleurs, l'arrivée des chars russes, on a l'impression que ça inquiète tout le monde toujours, mais en gros, elle faisait de l'espionnage industriel. Elles espionnaient la manière dont les gens travaillaient, la manière dont les gens se déplaçaient, la manière dont les gens consommaient. Et résultat des courses, elles se faisaient démonter par des gens qui ne supportaient pas les ordres qu'elles appliquaient alors que ça n'y était pour rien. Et c'est ça le truc qui est très vicieux, c'est que les outils peuvent être utilisés à l'envers de ce pourquoi ils étaient créés au départ. Et c'est pour ça il y a plein de gens qui sont de bonne volonté, mais il y en a plein qui ont quand même un sacré vilain fond. Et d'ailleurs, mettre l'écologie dans les mains d'un stagiaire, je trouve que ça en dit beaucoup sur ce que certains voient de ce que représente l'écologie. C'est un truc de jeunes pas payé. En fait, ce truc de ne pas donner les moyens, parce que soi-disant ça coûte cher, c'est assez débile en fait, quand on y réfléchit bien, parce que de faire comme on fait coûte plus cher que de faire des efforts en fait. Sauf que ça coûte plus cher, ça coûte moins cher dans les faits, mais ça coûte plus cher en salaire. Et le salaire, c'est pour eux ce qu'il y a de plus palpable. Parce que chaque salaire, c'est de l'argent en moins pour le producteur, potentiellement. Alors que c'est pas... Parce que, pour préciser, le cinéma français, l'audiovisuel, donc fonctionne sur une levée de fonds. C'est pas l'argent directement du producteur. Contrairement aux États-Unis, l'exception culturelle et le système français fait que... Donc il y a certes des subventions, qui sont souvent en fait des aides à rembourser plus tard. Par exemple, l'avance sur recette du CNC, c'est une aide qui, en cas de succès, est reversée au CNC. Et en cas d'échec, les films qui ont eu du succès compensent. Pour vous la faire vite. Et après, il y a un truc qui s'appelle le soutien automatique. Là, c'est dans le cinéma. Hein. Je vous parle dans le cinéma parce que la télévision, c'est différent. C'est les diffuseurs qui donnent de l'argent. Mais dans le cinéma, donc chaque entrée, il y a une petite taxe qui est prélevée sur chaque entrée. Donc ça s'appelle la TSA. Et c'est cette somme d'argent qui, du coup, va dans les caisses du producteur, est obligée d'être investie dans le financement de projets. Même de courts-métrages, par exemple, il y a même une politique de... vous mettez 1 euro dans le court-métrage, comme c'est un secteur qui n'est pas du tout rémunérateur, et le CNC met 1 euro. Donc c'est quasiment, il y a 2 euros pour 1 euro investi. Enfin, il y a plein de systèmes comme ça, de leviers. Et paradoxalement, au final, les Américains, ils ont la culture de « on prend des risques ». On prend des risques. Et les Français, c'est plus on fait des économies. On fait des économies. Et faire des économies sur l'écologie, c'est comme dire ouais, mais bien sûr que j'ai fait un Clermont-Paris, c'était 2 fois moins cher en avion qu'en train. Enfin, ça n'a aucun sens de faire... qu'on fasse un Bordeaux-Lyon à la rigueur où on met 7 jours en stop et 9 heures en Flixbus, pourquoi pas, mais il y a des gens qui prennent encore l'avion pour faire Paris-Lyon. Ils vont se faire chier à aller à Orly pour se retrouver à Saint-Exupéry. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. On a vu Saint-Exupéry, c'est plus long, c'est pas pratique. Et du coup, ce dont tu parles, Geoffrey, ce fameux monde des bisounours, donc moi, c'est un peu l'extrême inverse, c'est le monde dur, parce que je ne sais plus combien il y a de boîtes de prod de cinéma en France, mais c'est assez énorme, il y en a plusieurs milliers. Donc c'est un truc ultra concurrentiel, avec des énormes groupes qui commencent à émerger, surtout dans la télévision et dans les programmes de flux et de plateformes. Et paradoxalement, c'est ces très grosses entreprises-là qui, selon moi, vont faire bouger les lignes.
parce qu'elles sont obligées, et parce que c'est de la com. Mais qu'est-ce qui empêche... Donc moi, le film des frères Larieux qui m'a permis d'avoir l'écolabel, qui va s'appeler Le roman de Jim, qui va peut-être être à Cannes, j'espère pour eux, voilà. C'est pas une grosse production, c'est un film aux alentours de 4 millions d'euros, donc c'est un film d'annexe 1, donc l'annexe 1, c'est les films les mieux dotés, mais c'est le plus petit des gros films, on va dire, à peu de choses près. Et ben du coup, le producteur, il va se retrouver à avoir un outil de promotion quasiment gratuit, parce que j'ai eu l'écolabel avec les Césaliers et tout. Donc en vrai, il y a des retombées. Et en plus, il y a eu des trucs, objectivement, on n'a pas fait de dinguerie sur ce film, mais jamais. Il n'y avait rien d'improbable. Et ben ça a mis une cohésion d'équipe, ça fait qu'on a tenu, c'était un film assez difficile, il y avait des grosses journées, et ben on a tenu jusqu'au bout. Il y a des films, on a l'impression que c'est la guerre des tranchées, quoi. Ils vont s'entretuer. Et parce qu'il y a un vrai truc de privilège et des vrais gens qui se retrouvent dans des situations de détresse, soit ils sont au bord du burn-out, soit ils sont dans une sorte de situation de dévalorisation mentale et psychique de la part de ces gens privilégiés qui se croient au-dessus de la mêlée, qui, en fait, grâce à l'écologie, nivelleraient vers un truc plus humain, quoi. Toujours ce truc d'humain. Et en fait, ça fait plaisir d'entendre qu'il y a des trucs comme ça, tu vois, où en fait ça se passe bien, c'est cool. De la même manière que du feu, ça paraît être un tout petit festival. Et ouais, mais si il y a 25 petits festivals qui font des trucs cool, eh ben il se passe quelque chose. Il y a un prix Ecoprod maintenant à Cannes, donc tout d'un coup les gars disent ah ouais, peut-être que je peux avoir un prix. Je vous parlais d'Acide, qui a eu le prix Ecoprod en 2023. J'ai dit que c'était un film catastrophique. C'est un film qui parle de l'écologie, mais de manière totalement catastrophiste, justement. Et c'est avec Guillaume Canet. Donc c'est quand même pas un cadeau les deux fois. Et moi, j'ai bien aimé. T'as bien aimé, toi? Moi, je suis sorti du film, j'allais dire, bon, bah écoutez, je vais me pendre direct, comme ça, c'est réglé. Mais moi, les films avec des gens qui se prennent des pluies acides, qui les font fondre, ça me parle. Mais c'est un film, en fait, donc, où il y a de la bagnole de partout, mais de partout, il y a des bagnoles partout, les gars, il y a des myriades de figurants, de machin. Tu dis, mais les gars, vous avez fait vos économies sur quoi, en fait? Et je pense qu'ils ont fait leurs économies sur les figurants. Et ces pauvres figurants qui ont dû prendre 1000 bus ou 25 trains pour arriver à un point B. Et du coup, est-ce que ça n'aurait pas été plus simple de circonscrire l'action parce qu'en fait ils font que courir, donc ils courent à travers en plus des endroits dégueulasses parce que ça se passe dans le nord et qu'il fait gris parce qu'il pleut et machin, enfin, et tu y as cru toi, Guillaume Canet, en gauchiste? J'ai trouvé que non, honnêtement, il était plutôt crédible pour une fois. Non, mais parce que quitte à faire un gauchiste, autant prendre un acteur de gauche. Enfin bon, ça c'est mon avis, mais en même temps, ils prennent Vincent Lindon pour faire des acteurs de gauche. Mais bon, ça c'est encore autre chose. Ce truc en fait, de redevenir... Il y a une phrase que j'adore, c'est une phrase de Jacques Prévert qui dit « Et si on essayait d'être heureux juste pour donner l'exemple ?» Il y a Spike Lee qui, dans le même genre, disait « J'ai pas le droit d'être pessimiste parce que j'ai des enfants. » En fait, est-ce qu'on pourrait pas y croire un peu, quoi? Et d'ailleurs, ce que les gens galvaudent en appelant ça le wokisme ou ce truc qui est une sorte de... Personne ne sait ce que c'est au final. C'est quoi le wokisme? C'est des gars qui mettent des Véjas et qui boivent de l'eau en gourde. Enfin, ce truc-là, c'est... Eh ben ouais, est-ce qu'on n'essaierait pas de faire un peu un monde des bisounours, quoi? Et pas un truc ultra réactionnaire où les gars, c'est tous des woke, c'est tous des cons, c'est tous... Et c'est ça dont il est question. Tu vois ce que tu fais, toi, parce qu'en plus, tu pars de rien. Tu pars de quasiment rien. Tu dis, ah, parce que dans le cinéma, ils font... Enfin, dans l'audiovisuel, ils font ça, je vais faire ça dans le jeu vidéo. Putain, mais c'est quand même génial de se dire, il n'y a rien, d'une page blanche, je vais créer un truc, et il y a des gens qui râlent. Bah ouais, mais il y en a plein qui sont contents. Il y a 50 connards qui ont soutenu Depardieu, il y en a 8000 qui leur ont répondu. Et en fait, c'est ça, ce truc de je vous parlais de l'action tout à l'heure. En fait, il ne faut pas avoir peur d'agir, quoi.
Je parle trop, je dis. Mais C'est très intéressant, je te coupe pas juste Non, parce mais qu'en tu vois fait ce que c'est je veux dire, passionnant. On est emporté avec toi donc. En fait, l'action. Moi, donc avant, je faisais un métier qui était à l'extrême opposé de ce que je faisais là. J'étais référent Covid. Et on fabriquait des déchets toute la journée. Putain, il y avait des gants, des masques. Alors attends, ça fait 3h30 que tu as ton masque, je vais t'en ramener un autre. Parce que, et tu vois, et on se retrouvait avec des poubelles alors, en étant obligé de trier 50 000 trucs parce qu'on savait. Parce qu'on avait des enfin, il y a des gens qui vous ont fait croire qu'ils allaient recycler les masques. Ils disaient on va recycler les masques. Je fais, alors déjà, il faut enlever la petite baguette. Après, il faut couper l'élastique. Après, il faut foutez pas de notre gueule là, un peu là, les gars. Et bref, ça faisait des kilos et des kilos et des kilos de déchets. Et moi, j'ai fait un film où on était dans une forêt protégée. Et il y avait des projecteurs de 18 kWh, enfin 18 kW, des gigantesques de partout, qui faisaient jour dans la forêt, alors qu'on était en pleine nuit. Et il y a 8 hummers qui arrivaient, qui faisaient des bonds comme ça dans la forêt. Et tu dis, mais les gars, vous vous rendez compte qu'il y a, enfin, a priori, il y a des animaux, c'est une forêt, quoi. Et ben, j'étais là, j'étais hyper choqué. C'était il n'y a pas si longtemps, c'était il y a 3-4 ans. J'étais là, putain, mais qu'est-ce que je fous là et tout. Et ce métier m'a fait me rendre compte en fait que bah ouais, il y a des solutions, bah ouais, il y en a plein, bah ouais, faut qu'on se donne les moyens, bah ouais, c'est vrai que ça se perd. Alors c'est vrai que 1 000 € ça fait cher la semaine. Moi je suis un putain de privilégié quand je fais ce métier, mais je le fais pas souvent parce qu'il n'y a pas beaucoup de films qui se font comme ça. Et surtout moi je bosse et il y en a combien qui bossent pas. Je crois qu'on est à peu près 50 en France à faire ce métier. C'est pas beaucoup. Hein. Si dans tous les secteurs d'activité, si dans tous les milieux, comme si on faisait comme que du feu, que des petites choses qui paraissent anodines, mais vous savez, c'est en gagnant des petites batailles qu'on gagne les grandes guerres. C'est toujours ça qu'on dit. Je vais pas faire de métaphore guerrière plus que ça, parce que je vais pas vous parler du maquis ou je sais pas quoi, mais la peur que engendre tout ça, c'est juste une peur de confort, en fait. C'est nos amis les boomers qui ont peur qu'on puisse plus s'allonger dans leur bagnole, qui leur masse le dos maintenant parce qu'ils l'ont payé 5 000 € de plus, leur option à la con. Il y a plein de trucs super à faire. Demande à ta femme de te masser si ça te fait plaisir, ou à ton homme de te masser. Tu verras, ça fait pareil. Et en plus, ça fait des bons souvenirs, quoi. Ta bagnole qui te masse, ça fait pas de souvenirs, hein. Non, mais on en revient à ça, quoi. Oui, bien sûr. C'est comme Netflix, regarder un film sur Netflix n'a pas les mêmes conséquences sur l'humeur que d'aller au cinéma. Un enfant, on dit il ne faut pas qu'on mette les enfants devant les écrans, tu peux l'emmener au cinéma. C'est pas considéré comme un écran. Je dis ça, on est en fait, l'aquarium est un lieu moi que j'adore pour ça. C'est qu'en fait, en plus, on peut boire des bières au cinéma, putain. Et c'est un petit lieu, sauf que c'est un petit lieu qu'à Lyon, de plus en plus de gens connaissent. Et ben c'est ce principe-là. C'est faisons des petits trucs. Ton outil, si ça se trouve demain, ça va être l'outil de référence de toute l'Europe, parce qu'en fait, les gars, ils étaient un peu à la ramasse. Nous, on est très à la ramasse, les Français, par rapport aux Anglais, par exemple. Tous les projets de la BBC, par exemple. Encore elle, toujours en avance, sont écolabellisés, sont écolos. Bah ouais, les Anglais, ils sont toujours en avance sur nous en fiction. Mais tu vois, les jeux vidéo, il n'y a pas d'outils. Tu me disais tout à l'heure qu'il n'y a a priori pas tant d'outils que ça en Europe. Non, on a un putain d'avant-gardiste, les gars. On est en train de travailler là-dessus. C'est énorme. Non, mais oui, il y a beaucoup d'intérêt. Il y a un outil qui existe en Finlande, mais en Finlande, il faut. Ouais, et puis bon. Enfin, il existe, il est bien. Après, nous, c'est vrai qu'on a essayé de faire un truc un peu plus recherché. Et puis, on a payé quelqu'un pour le faire aussi. Hein. Là, l'outil finlandais, c'est comme l'outil. Dans l'anime, ils sont en train d'en créer un aussi, mais eux, ils le font eux-mêmes, quoi. Et c'est super, franchement, c'est des gens motivés. Mais voilà, nous, on a eu de la chance de décrocher de l'argent dans un cadre d'un projet France 2030, donc de l'argent gouvernemental. Donc on a pu payer un expert pour le faire. Donc on a une énorme chance là-dessus, quoi. C'est vrai que la plupart du temps, c'est pas de la chance. Est-ce que c'est vraiment de la chance? C'est du travail, non? Oui, il y a eu un travail pour déposer le dossier et pour oui, bien sûr, oui, mais la chance, c'est quand tu joues au loto, la chance. Je suis désolé. Non, mais c'est très bien. Mais du coup, alors, je vais en profiter pour justement passer à la prochaine phase. Alors j'avais encore une ou deux questions à vous poser, mais j'aimerais quand même laisser un maximum d'espace pour le public aussi, parce que vous pouvez poser vos questions. Donc on va passer
à cette phase-là. Il me semble qu'il y a peut-être un micro à chef qui se balade quelque part. Si ce n'est pas le cas, je vois pas où est-ce que tu me pointes. Ah, celui que Louise a dans la main, c'est ça ? Super, très bien. Alors, donc on va passer aux questions du public. Faites-vous plaisir. Vas-y. Ah, et s'il y a des questions sur Twitch, vous pouvez y aller parce que j'en ai profité pour venir sur le chat Twitch. Donc les personnes en ligne, si vous avez des questions, n'hésitez pas, on pourra y répondre. Bonjour, bonsoir. C'est plutôt bonsoir. Tout d'abord, merci pour votre intervention et votre ferveur à l'exprimer. Moi, j'avais une question qui est très en arrière dans la conversation au niveau de la production. Et vous parliez notamment de voyager dans 40 000 lieux. Et ça posait des questions par rapport un peu aux visions artistiques qu'on pouvait avoir dans les films. Peut-être aussi, des fois, la capacité de dépaysement que peut proposer un film. Alors évidemment, je suis d'accord que tout n'est pas affaire de faire 28 pays différents. Hein. Mais la question que je me posais, c'était un peu la suivante. Oui, il y a des super films qu'on peut faire en France, par exemple Les Chemins Noirs. Bon, on peut penser ce qu'on veut du film, mais il se passe en France et il nous montre du paysage français. Voilà, ok. Mais à contrario de ça, on a aussi 15 000 films qui se passent dans des chambres à Paris. C'est pas cher pour la prod, mais question dépaysement, c'est pas top. Alors, il y a une autre façon de faire, c'est de faire des effets spéciaux et donc du digital. Et ça pose la question, je glisse dessus, sur les effets pratiques. Moi, j'adore les effets pratiques au cinéma, mais ça génère une quantité phénoménale de déchets, je pense. Mais c'est quoi la différence entre les déchets carbone, enfin le bilan carbone qu'on peut avoir sur les déchets sur des effets pratiques au cinéma, puisque c'est du jetable assez souvent, puisque ça servira que pour ce film-là, ou faire que des effets spéciaux, du digital. En fait, c'est quoi qu'il faut l'axe de réflexion entre les deux, c'est lequel ? Alors, moi j'ai l'impression qu'il y a un film qui répond à toutes tes questions. Ce film, ça s'appelle Le salaire de la peur d'Henri-Georges Clouzot. Pour ceux qui l'ont vu, je ne leur apprendrai rien, mais pour ceux qui ne l'ont pas vu, c'est un film qui est censé se passer en Amérique latine, quelque part dans un endroit un peu obscur, a priori au Mexique. Et c'est un film où en gros il y a une sorte de micro-village. Et après, il déambule dans des montagnes très dangereuses avec de la nitroglycérine à l'arrière d'un camion pour l'amener chez les Américains. Donc c'est un road movie, a priori dans plusieurs pays, si je ne dis pas trop de bêtises. Ce film a été tourné entièrement en Camargue et dans le sud de la France. Et pourtant, il est très dépaysant. Effectivement, ça peut paraître extrêmement réducteur de dire il faut arrêter de faire dans 50 pays. Alors, je vais citer un truc peut-être moins glorieux, mais il y a un film, il y a un road movie qui est sorti, le titre m'échappe, avec Lynn Renault et Danny Boone. Je crois que ça s'appelle Le Grand Départ ou quelque chose comme ça. Et en fait, Lynn Renault, c'est une actrice très âgée, elle a plus de 90 ans, et du coup, elle tourne très peu par jour. Mais c'était un road movie. Donc comment faire avec une actrice très âgée sur un road movie ? Et en fait, effectivement, la technologie amène des solutions. Et donc là, ils ont utilisé une nouvelle technologie qui s'appelle l'écran LED. Et en fait, c'est une sorte de fond vert qui n'en est pas un et qui projette des images avec une qualité complètement délirante derrière les acteurs. Du coup, c'est une sorte d'incrustation en temps réel. Donc, effectivement, là, ça a permis, du coup, de faire un road movie qui s'est tourné entièrement à Brie-sur-Marne. Donc, il y a des technologies comme ça. Après, moi, j'essaye d'être scénariste. C'est un métier qui est extrêmement difficile. Moi, j'ai plusieurs dizaines de prix pour plein de projets différents. J'ai été plusieurs fois sélectionné à Valence Scénario. Je suis double lauréat, mais pour autant, je n'existe pas du tout comme auteur. Et c'est quelque chose que je ne me posais pas du tout avant. La seule chose qui me travaillait, en vrai, c'était ma frustration de spectateur qui, finalement, n'a jamais de personnage féminin digne de ce nom. Tu vois, c'était ça qui me travaillait au départ. Et pourquoi je fais le lien avec ça, c'est qu'en vrai... Là, depuis quelques temps, et depuis du coup l'arrivée quand même, alors massive, c'est un bien gros mot, mais on va dire remarquable, de plus en plus de réalisatrices,
Tu vois, les films dont tu parles, j'ai l'impression que tu dresses un portrait du cinéma français des années 2000. Tu vois, le truc qui se passe que dans les trucs de bourgeois où tu as Grégoire le Prince Ringuet qui fait une chanson clinquée à Louis Garrel ou je sais pas quoi. C'était les années 2000, ça. Concrètement, c'est vrai qu'il y avait plein de films comme ça. Cette année, on a quand même fait des films genre... Anatomie d'une chute, le procès Goldman, le règne animal, Vermine, montre une sorte de richesse de cinéma qui pourtant est du cinéma assez nuancé. Le règne animal, c'est un film à 11 millions d'euros, l'argent se voit. Et pour autant, c'est un film où il y a au moins 7 ou 8 personnes qui sont citées à l'environnement, et moi, dans mon œil, ça se voit qu'ils n'ont pas fait n'importe quoi. Tu vois, il n'y a pas de forêt suréclairée, il n'y a pas de débauche de moyens partout. Après, effectivement, ça reste circonscrit dans les Landes et ça part alors peut-être de Paris, de Bordeaux, on ne sait pas trop, et ça reste circonscrit. Les films qui voyagent, donc on va dire les blockbusters américains, tu vois, genre Fast and Furious X. Je suis pas sûr que ça brille par sa liberté artistique, en fait. Ça brille plus par sa débauche de moyens et son explosion de démonstration de véhicules qui pètent. Tu vois ce que je veux dire ? On n'est pas sur de la liberté artistique. En fait, on est sur de l'espèce de plaisir coupable. Quoi ? La poudre aux yeux, si tu veux. Et le plaisir coupable, ce dont on parle, il peut revêtir des formes plus humaines, plus simples, plus belles, plus... Le procès Goldman, c'est un film merveilleux. C'est un film merveilleux et il se passe c'est tourné en 4/3 avec que des acteurs qu'on connaît pas, dans un putain de tribunal dégueulasse. Yannick, c'est un film tourné en 4/3 dans un théâtre un peu claqué et c'est merveilleux. Et je te cite ces films, mais il y en a plein d'autres. Genre en fait, c'est pas une histoire de liberté artistique, c'est une histoire de réflexion avant l'écriture. Moi, donc, j'ai écrit le premier scénario de long métrage que j'ai écrit. Il se passe dans 8 villes, ça roule de partout, il y a des scènes d'action, machin. Je me suis fait trop plaisir. J'étais là, ouais, je vais écrire un nouveau Taxi et tout. Et en vrai, effectivement, je l'ai eu la liberté artistique, mais j'en ai pas plus joui qu'en essayant de réfléchir à faire un truc un peu plus doux et plus, tu vois, plus vertueux, plus. Faut qu'on arrête de se la raconter, quoi. Tu vois. Faut qu'on arrête de se prendre pour des Américains. On fera jamais les choses aussi bien qu'eux. Et d'ailleurs, Vermine le prouve. On fait mieux qu'eux en faisant différemment. Mars Express. Les Américains, ils vont péter les plombs quand ils vont se rendre de la qualité du film qui a coûté genre 20 fois moins cher qu'un long métrage américain. Et le truc, c'est une dinguerie. Je ne sais pas si tu as vu Mars Express. C'est une dinguerie, le truc. Et ben, ils ont inclus leur réflexion d'écologie derrière. L'animation française, elle est en avance dans cette réflexion-là. Tu vois. La ville de Valence, elle est chauffée par l'animation. Je ne sais pas si vous saviez ça, mais ils ont récolté. En fait, ils récupèrent la chaleur émise par les films d'animation pour chauffer la ville. Donc, on est quand même sur un truc où ça avance, tu vois. Et la liberté artistique, pour moi, c'est la même chose. C'est faut que ça avance. Tu vois, faut que ça. Et les Américains, quand tu vois qu'il n'y avait plus de peinture rose parce qu'il y a eu Barbie, bah les gars, faites autre chose, quoi. Vous êtes des ouf ou quoi ? Là, faites un fond vert pour le coup. Tu vois ce que je veux dire ? Il y a un moment, ça va, quoi. On le sait que c'est pas parce qu'on fait du cinéma qu'on doit faire n'importe quoi. Tu vois ? Enfin, c'est mon avis de... Merci. Pardon. Merci. Non, c'est très bien. Merci. Est-ce qu'il y a une autre question ? Oui, Nicolas. Merci beaucoup pour ce cinéversus et tout ce débat. J'avais plus une question tournée jeux vidéo et pour toi, Geoffrey, notamment sur l'outil et une question d'ouverture, en fait, au travers de tout ce débat et des interactions, de ce que je comprends davantage, c'est qu'on va dire côté cinéma, on va plus être tourné sur des réductions de privilèges finalement pour vraiment agir et autres. Dans le jeu vidéo, ça va forcément toucher au business. On l'a un peu évoqué, mais actuellement, de ce que je comprends et de ce que je vois, c'est que l'outil est en création et j'aurais aimé comprendre un peu plus quel est le but, l'objectif derrière, si c'est
uniquement de donner un outil au studio et de prendre conscience, ce qui est très louable, mais du coup, est-ce que derrière, il y a des points d'action qui seront mis en place? Et c'est là aussi de comprendre cette limite pour faire partie d'un des studios qui aide à ce développement d'outils. Demain, j'ai mes patrons à qui tu dis en fait tu cuts ça, ou en fait tu feras pas tel type de business parce que tu respectes pas telle ligne éco-responsable. J'imagine moins le monde des bisounours à ce moment-là. Mais du coup, ouais, c'est un peu de comprendre vers quelle évolution ça va aller pour ce type d'outil, qui est France 2030, certes, mais du coup, à quel point ça va impacter l'industrie du jeu vidéo en France. En tout cas, si tu as des pistes de réflexion là-dessus. Alors, il y a plusieurs aspects à ta question. Déjà, oui. Alors, déjà, le but de l'outil, c'est pas juste d'être un outil qui va vous permettre de calculer, parce que, si c'est juste ça, ça sert à rien. Ça a aucun intérêt juste de se dire bon, j'ai calculé, j'ai mon chiffre et puis voilà. Là, on est en train de bosser justement. Cette année, on va vraiment travailler sur tout ce qui est accompagnement des studios, guide, bonnes pratiques, etc. Donc, on va bosser sur un guide de bonnes pratiques. On va bosser sur essayer de créer une communauté aussi d'échanges entre les studios de bonnes pratiques. Là, on est en train de bosser sur une newsletter mensuelle, donc pour les gens qui sont inscrits. Donc, là, ça y est, elle est en cours de rédaction, donc ça devrait arriver à la fin du mois. Donc oui, le but, c'est vraiment d'accompagner et pas seulement de vous dire, tenez, vous avez un outil, calculé et démerdez-vous, parce que, encore une fois, ça n'a aucun intérêt. Après, mais voilà, comme je le disais tout à l'heure, je suis la seule personne à bosser à plein temps sur ce projet, donc ça prend un peu de temps, mais oui, on est en train de bosser là-dessus. Pour la deuxième partie de ta question sur est-ce que ça va impacter le secteur, je pense pas que Gyros, donc l'outil, va mettre des conditions sur le secteur. Alors bien sûr, il y a cette histoire d'éco-conditionnalité des aides du CNC. Moi j'ai appris aujourd'hui, comme vous, ce qui arrive au niveau du cinéma. Donc, je ne sais pas comment ça va être du côté du jeu vidéo, s'il va y avoir du lobbying aussi ou je ne sais quoi. Mais voilà, donc l'éco-conditionnalité va arriver. Après, pour l'instant, moi, ce que j'en sais du côté du CNC, c'est que ça va être purement du déclaratif, en tout cas dans un premier temps. Ce qui est le cas dans le cinéma. Voilà. En tout cas, ils sont très contents de ce qu'on a fait. On va commencer le processus d'homologation, donc on va voir ce que ça va donner. Mais de toute façon, en tout cas, pour le moment, le CNC ne peut pas se permettre de dire, par exemple, au-dessus de tant d'impact carbone de ton projet, non, tu n'auras pas l'aide parce que déjà, il faut des données pour ça, il faut pouvoir comparer ce qui est comparable. On ne va pas comparer l'impact carbone d'un studio de 3 personnes avec un studio de 50 personnes. Ça n'a aucun intérêt et il n'y a aucune logique là-dedans. Et ils en sont très conscients, quand j'ai discuté avec eux. Donc, je ne pense pas que cette éco-conditionnalité venant du CNC va faire plus que ce qu'eux, ils veulent, c'est-à-dire sensibiliser. Après, nous, on veut aller plus loin, on veut justement pousser les gens à réfléchir, à se décarboner. Après, au niveau de l'impact sur le business, j'ai envie de dire, ça va être pareil que du côté du cinéma, en fait. Là, depuis le 1er janvier, il y a la CSRD européenne qui vient d'arriver. En gros, la CSRD, c'est une obligation de reporting énorme sur les grosses sociétés, sur les très grosses sociétés. Ça veut dire qu'ils vont devoir récolter des données de partout, pas seulement au niveau environnemental, mais diversité, etc. Et ils vont avoir vraiment des obligations de reporting et des obligations de réduction. Et du coup, quand vous allez avoir un gros éditeur qui va être, lui, soumis à la CSRD, au bout d'un moment, il va falloir qu'il justifie ce qu'il met dans son rapport et qu'il justifie qu'il met des actions. Donc, ça va forcément aller sur ceux du dessous. Au bout d'un moment, peut-être pas tout de suite, mais au bout d'un moment, l'éditeur, il va forcément commencer à poser la question au studio dont il édite les jeux. Les mecs... montrez-moi votre bilan carbone, et puis parce que moi j'en ai besoin, j'ai besoin de déclarer ce que je fais, donc vous avez besoin de déclarer pour moi aussi, et puis les banques vont commencer à se poser la question aussi pour prêter de l'argent aux entreprises. Donc il va y avoir un effet cascade quoi qu'il arrive.
Sachant que évidemment, le but c'est, un éditeur va pas vouloir casser le business non plus. Donc je pense qu'il va y avoir un effet cascade, il va y avoir un effet d'entraînement. Ce qu'on espère, c'est qu'on va arriver à fédérer un truc en communauté pour bosser ensemble plutôt que d'avoir... c'est toujours pareil, on peut se mettre la tête dans le sable et dire j'attends, peut-être qu'il y a un truc qui va arriver un jour, ça va me tomber dessus, mais tant que ça arrive pas, je suis perché. C'est pas grave. Et puis le jour où ça arrive, merde. Ou alors on peut dire je me sors les doigts du cul et puis je commence à regarder et on fait filière, on bosse tous ensemble, on montre que nous on bosse ensemble, qu'on essaye, qu'on réfléchit et qu'on essaye d'avancer tous ensemble. Je trouve que c'est vraiment un truc qui est formidable dans le jeu vidéo, c'est que il y a quand même un peu cet esprit de corps, quoi. Les gens se parlent, les gens des différents studios échangent ensemble, ils regardent les jeux des autres, ils disent il est bien ton jeu. Enfin, il y a... En tout cas, j'ai l'impression, peut-être que j'ai une vision un peu biaisée parce que ça fait qu'un an que je suis dans le milieu, mais j'ai l'impression qu'il y a quand même énormément d'échanges, d'envie de se soutenir les uns les autres, et que du coup, on essaye de bosser là-dessus et d'utiliser cet aspect. Encore une fois, on revient à l'idée d'avoir des alliés et de s'entraider, parce que faut pas se leurrer aussi. Baisser l'empreinte carbone d'un studio de jeux vidéo, c'est pas simple. Il n'y a pas énormément de levier d'action. Comme je disais, t'es dans un bureau, donc tu peux étendre la durée de vie de ton parc machine. Tu peux essayer d'accompagner les employés pour limiter les déplacements professionnels, pour améliorer la façon dont ils se déplacent pour venir au travail. Vous avez parlé aussi de code. Voilà. Alors après, oui, un des gros axes sur lequel on veut bosser, parce qu'un des gros leviers d'action, c'est faire des jeux moins gourmands. Ce qui ne veut pas dire faire des jeux au rabais, mais essayer d'optimiser le code pour qu'il utilise moins qu'il pousse moins les potards de la machine. Mais pour l'instant, il n'y a pas énormément d'études là-dessus. Il y a quelques données qui existent, notamment il y a un papier qui est sorti, qui a été écrit par des mecs d'Epic Games sur Fortnite, où les gars ils ont optimisé. Ils ont baissé un peu la résolution à des endroits que les joueurs voient même pas dans le lobby. Il y avait la même chose sur Halo Infinite, où les mecs ils affichaient quand le jeu était en pause, l'image elle était en 4K. Donc ils ont dit on va diviser par 2 la résolution de l'image sur l'écran de pause parce que le joueur s'en fout, et ils ont baissé la console électrique d'autant. Et sur Fortnite, ils ont baissé je ne sais plus combien de terawattheures. Alors évidemment c'est Fortnite, avec le nombre de gens qui jouent à Fortnite, mais du coup ils ont fait un truc minime et ils ont, je crois que c'est l'équivalent de 14 éoliennes à l'année, quoi, de consommation électrique qu'ils ont fait baisser, quoi. Donc il y a des choses à faire. Après c'est vrai que pour l'instant, ça n'a pas trop été étudié, donc ça, c'est un des autres axes qu'on veut pousser. Là, on est en train de discuter avec des gens de l'INRIA, je crois, donc l'UT de Clermont, pour justement voir ce qu'on peut faire pour proposer des façons d'optimiser le code pour baisser la conso, quoi. Mais c'est vrai que encore une fois, c'est un travail de longue haleine, mais on n'a pas envie on a vraiment envie d'accompagner et pas juste de balancer un outil et dire aux gens démerdez-vous, quoi. Peut-être pour juste réagir à vos deux questions qui en fait finalement c'est un peu les mêmes logiques, et pour bosser avec les collectivités c'est cette logique-là à laquelle on se confronte, c'est on passe d'un monde illimité aux ressources illimitées à un monde limité. Comment on se répartit, et en fait qui va devoir rogner et qui va pouvoir conserver la partie de décision. En fait, c'est la question de est-ce que c'est sur la créativité qu'on va rogner, est-ce que du coup en fait à cause de décisions arbitraires, ingénieriales, de chiffres qui vont nous tomber dessus, on va en fait se retrouver encore plus contraint qu'on l'est déjà, et on a déjà tout un tas de contraintes. Et en fait la dérive, et la chose à laquelle il faut être hyper attentive, mais c'est le cas sur les collectivités, c'est le cas dans le cinéma et c'est le cas ici, c'est qu'en fait on va produire tout un tas d'outils qui sont importants parce qu'il faut objectiver de quoi on parle, et il y a tout un tas de notions, de choses qui sont confondues, le carbone, etc. On a besoin de savoir de quoi on parle. Mais c'est des outils qui sont des outils de discussion,
Et derrière, il va y avoir des arbitrages et des rapports de pouvoir aussi, et il faut être honnête avec ça. Et le truc, c'est que le plus on gardera la tête dans le sable, le plus on ne voudra pas regarder le fait qu'il va y avoir moins de ressources, il va y avoir moins d'énergie, le plus les personnes qui vont décider ce qu'on va faire de ces ressources, de tous les choix qu'on va faire, ça va être ceux qui ont l'argent, en gros, hein, globalement, ou en tout cas ceux qui ont le pouvoir, et qu'il n'y aura pas de négociation en amont. Et effectivement, on va se retrouver avec des outils qui vont aller dans le mauvais sens et qui vont couper toute une part de liberté. C'est le cas dans les collectivités où on essaye de développer des outils sur la résilience, etc. Et en fait, derrière, on se rend compte que en fait, ça vient des outils de flicage, de tagage d'un certain nombre d'actions, et en fait, on coche les cases parce qu'il faut que l'action, elle passe, parce que en fait, mon projet d'aménagement, il faut qu'il sorte dans tous les cas. Et donc, en fait, je vais cocher mes cases, et puis c'est un truc qu'on a en plus à faire dans le taf, et on n'a pas le temps de le faire, alors que c'est des outils qui doivent être des supports de discussion. Et tout ce dont vous parlez, en fait, ça va être des questions de compromis, c'est-à-dire qu'est-ce qui a du sens. Est-ce qu'on a un budget carbone ? En gros, il faut réfléchir les projets en se disant on a eu un budget, on a une enveloppe, et à quoi on est OK de donner plus, parce que ça a du sens sur ce projet-là, à quoi on est OK de donner moins, et les choses auxquelles on renonce, comment est-ce qu'on peut les faire autrement ? De la question un peu de la fonction que ça représente. C'est-à-dire, on se dit, bah là, ce truc, ça me coûte trop en code, ou je ne sais pas comment... Enfin, voilà, ça dépend des industries. Mais c'est la même chose sur les projets d'aménagement dans les collectivités. On veut construire une piscine, ou on veut construire un nouveau truc, et on se dit bah non, en fait ça passe pas, il faut y a voilà, zéro artificialisation nette, on ne peut pas être en extension, etc. Ok, ce truc-là, à quoi ça servait ? À quel besoin ça répond ? À quelle fonction ça répond ? Alors un besoin de loisir, un besoin d'apprendre à nager, etc. Et du coup on se dit comment est-ce qu'on peut répondre à ce besoin ? C'est-à-dire c'est important que les gens savent nager. Comment est-ce qu'on peut y répondre autrement ? Alors est-ce qu'on peut emmener, faire des sorties cours d'eau ? Enfin, j'en sais rien. Après, du coup, c'est là aussi où on a une marge de créativité qui est aussi hyper intéressante à aller creuser. Mais on parlait d'anticipation, le faire en amont. Parce qu'en fait, si c'est toujours au dernier moment, c'est un cut, on supprime cette action, on supprime ce truc-là, et on n'a pas le temps de construire un nouveau truc. Mais sur le dépaysement, qu'est-ce qui fait que je suis dépaysée ? Est-ce qu'effectivement, c'est faire plein de tournages dans différents endroits, mais en fait, dans le film, on voit que les monuments un peu importants, et en fait, du coup, on n'a pas été dépaysé, on a juste vu Empire State Building, la Tour Eiffel, machin, c'est super, mais ça n'a rien changé. Ou est-ce qu'on veut vraiment créer un dépaysement ? Comment on peut le créer ? Par les costumes, par la caractérisation des personnages, par l'histoire, par les objets. Enfin, il y a tout un tas de choses qui peuvent être utilisées pour faire ça. Mais ça va être des rapports de force, ça va être des échanges, et voilà, c'est à la fois hyper enthousiasmant, parce que du coup, ça repose la question du sens, et on remet au cœur tout le temps, partout, mais dans les collectivités, vraiment partout, pourquoi on le fait, à quoi ça sert, à qui ça va bénéficier, etc. Mais ça va être des questionnements des fois un peu conflictuels et compliqués. Syndiquez-vous. Non, mais c'est un peu un résumé très court, mais il faut être conscient qu'anticiper ces questions, parce que en fait, ces problèmes-là vont se poser à un moment donné. Donc syndiquez-vous, c'est très... voilà, ouais, et très... puis, comme tu le disais, nous, un des indicateurs qu'on a mis dans Giros, c'est l'utilisation d'énergie primaire de l'entreprise et du jeu, c'est-à-dire en gros combien d'énergie ça consomme, quoi. Ce qu'il faut bien se dire, c'est que dans le futur, s'il y a des questionnements sur la répartition de l'énergie, j'ai envie de dire, si les gens doivent choisir entre avoir de la lumière, allumer leur plaque électrique et puis jouer aux jeux vidéo, allumer leur console pour jouer, ou leur PC, le choix va être vite fait, quoi. Donc c'est malheureux, mais il faut anticiper, et puis il faut montrer qu'on est capable de changer et qu'on est capable de le faire ensemble. Merci beaucoup. On va pouvoir finir là-dessus. Pour les personnes qui avaient des questions, vous pourrez les poser encore après, vu qu'après, on pourra aller vers le bar, etc. Alors, avant de vous remercier, j'aimerais faire venir sur scène les personnes qui exposent leur jeu ce soir pour venir justement pitcher un peu leur production et vous la présenter. Parce que, comme je vous l'ai dit avant, vous allez pouvoir continuer de tester les jeux vidéo exposés juste après. Sulien, je te vois, tu peux... Allez, viens. Non, vous pouvez rester, on fera un au revoir officiel juste après.
Tu peux t'asseoir, tu peux te mettre debout, tu peux te... Non, pas sur la table basse quand même, mais tu peux t'asseoir. On m'entend ou pas? On t'entend très bien. Ok, super. Je suis sur le petit PC. Déjà, bonsoir, je m'appelle Julien. Je suis dev à Surogames, qui fait un petit jeu qui s'appelle Furniture, sur le petit PC juste derrière, qui est un IKEA simulateur dans lequel vous allez construire des meubles de façon un petit peu casse-tête. N'hésitez pas à les tester, et le jeu sort, je l'espère, la semaine prochaine. Donc go sur Wishlist et n'hésitez pas si vous avez envie de tester. Merci Julien. Bonsoir tout le monde. Donc moi c'est Solène. Je présente le jeu ce soir, c'est Ex Decreto. C'est un jeu qui est basé sur les recherches d'une historienne qui a étudié la justice sous l'Empire romain. Dit comme ça peut être peut-être un peu chiant. On a essayé de faire un jeu qui était sympa dessus. Vous incarnez un gouverneur qui va devoir rendre la justice dans une province qui a été conquise par Rome. Et ça se présente comme un jeu d'enquête avec des visuels très cartoon. Et il est disponible sur Itch.io. Et du coup, vous pouvez le tester sur mon PC ce soir. Merci. PC qui est juste au niveau des canapés, juste derrière, au niveau de la vitre. Merci beaucoup. Bonsoir, merci beaucoup pour l'opportunité. Nous, on est une petite équipe de 9 personnes, on s'appelle Chaotic Games. Petite équipe. C'est ça, une petite grande, mais on est tous des débutants, en fait, c'est une équipe de juniors. Et notre jeu, il s'appelle Seth, S-E-T-H, comme en fait le méchant dans la mythologie égyptienne. Donc ça se passe complètement là-dedans, mélangé un peu avec de la science-fiction. C'est un jeu de tir un peu bas du front. L'objectif, c'est de buter tous les ennemis dans une salle. On chope un petit pouvoir, on devient un peu plus fort. Il y a plus d'ennemis dans la prochaine salle. On recommence jusqu'à mourir. Et voilà, très inspiré de Doom et Hades. On essaye de faire aussi bien, on est beaucoup plus petit, on est encore au début du cycle de développement. Donc notre objectif, c'est pareil que Julien, des wishlists, mais aussi surtout des retours. Parce que c'est ça qui nous aide en fait à faire un bon jeu. Donc si vous avez des bons conseils, nous on est preneurs, on est là pour ça. Et on est juste au-dessus pour venir tester le jeu. N'hésitez pas aussi à télécharger le jeu sur Steam. Il y a une petite démo gratuite. Donc voilà. Merci beaucoup Charles. Et sur ces bonnes paroles, on va pouvoir terminer la conférence. Merci à vous toutes et tous d'être venus, de vous être intéressés pendant ce temps donné. On va pouvoir continuer les conversations si vous le souhaitez. Et en attendant, écoutez, bonne soirée.